Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Plus de 20 ans après la loi Sapin 1, le ministre des Finances présente cet après-midi au Sénat son projet de loi visant à renforcer la lutte contre la corruption. L'encadrement des lobbies est au centre du texte, mais va-t-il assez loin pour contrôler ces pratiques? Analyse et débat à suivre. Face au risque de violence, le Parti socialiste renonce à organiser son université d'été fin août à Nantes. Elle sera remplacée par des universités régionales décentralisées courant septembre dans 5 ou 6 villes de France. Les réactions dans cette édition. Manuel Valls en Corse, un déplacement sous tension pour le Premier ministre qui a de nouveau rejeté les demandes des nationalistes sur la co-officialité de la langue corse ou encore la création d'un statut de résident. Le détail dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi jusqu'à 18h30, Tam Tranui et Saveria Rojek en direct du Sénat. Le multiplex parlementaire, c'est tout de suite. Mais avant de développer tous ces titres, l'hommage du Sénat à Michel Rocard, l'ancien ministre est décédé samedi à l'âge de 85 ans. Il avait été sénateur des Yvelines entre 1995 et 1997. Thierry Foucault a salué la mémoire de cet Européen convaincu, grand partisan de la décentralisation en ouvrant la session extraordinaire cet après-midi. Il y a quelques semaines, Michel Rocard nous livrait une de ses toutes dernières interviews, interrogé par le documentariste Tristan Dessert, à un entretien exclusif Public Sénat. Écoutez cet extrait. On a le sentiment qu'il y a une grande partie du Parti socialiste qui n'a jamais assumé ce tournant de la rigueur, de la même façon qu'il n'a jamais vraiment assumé la conversion à l'économie de marché. Tout à fait vrai, mais enfin, chercher à ne les engueuler que modérément. Autre caractéristique française, c'est le dernier des pays d'Europe où on n'apprend pas l'économie. Ni à l'école, ni au collège, ni au lycée. On n'apprend pas. Comment voulez-vous que dans un pareil environnement, avec des syndicats si faibles. En plus, la structure de nos syndicats maintenant, c'est qu'ils se sont complètement affaiblis dans le privé et qu'ils ne restent puissants que dans le secteur public. Et dans le secteur public, on ne négocie pas de l'économie, on ne regarde pas les grands équilibres, on mendie avec le ministre du budget qui fait ce qu'il peut dans ses grands équilibres à lui. Tout ça est terrifiant, mais tout ça est profondément culturel. Alors nous y sommes toujours. Vous comprenez bien que vous touchez au drame français, et c'est pas seulement le tournant de la rigueur de 83, c'est tout du long. C'est-à-dire tout du long. Ben on y est toujours. François Hollande a des tabous de ce genre dans la tête. Mais oui. Vous l'attendiez pas celle-là. Le pacte de responsabilité, c'est pas le tournant de la rigueur de François Hollande? Ben, il n'y a pas beaucoup de tournants là-dedans. Il n'est pas... Alors, ça fait longtemps qu'aucun dirigeant socialiste, ça commence avec Jospin, ne commet plus de risques monétaires excessifs. Ça, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'est rendu capable d'inventer une contre-stratégie social-démocrate offensive. Or, c'est ça qui manque. Et ça, c'est pas non plus dans la tête de François Hollande. Voilà pour cet entretien enregistré le 17 mai dernier. Et on retrouve à présent Tam Tranui en direct de la salle des conférences avec votre premier invité cet après-midi. Tam, le sénateur socialiste de la Gironde, Alain Anziani. On le disait, toute la gauche est orpheline, mais tout le monde revendique aussi cet héritage Rocard, Tam. Et oui, effectivement. Et d'ailleurs, le Sénat vient de rendre hommage à Michel Rocard avant le grand hommage national qui se tiendra jeudi. Que retenez-vous personnellement de lui? Un homme d'innovation. Je crois que c'était un homme d'audace intellectuelle, mais aussi d'audace dans la pratique. Donc il a bousculé beaucoup d'idées, il a bousculé beaucoup de personnes, il a bousculé la vie politique, ce qui fait que d'ailleurs il n'a pas toujours rassemblé autour de lui, mais aujourd'hui chacun reconnaît que c'est un homme tout à fait remarquable et finalement une exception dans la vie politique. On connaît sa probité, elle est exceptionnelle,
On connaît son imagination, elle est tout à fait remarquable. Donc voilà, c'est des hommes qui manqueront à la politique française. Et puis on se rappelle certaines de ces grandes réformes. On a parlé du RMI, de la CSG et puis bien sûr des accords de Matignon. Il a réussi à réconcilier les irréconciliables en Nouvelle-Calédonie. C'était à la fois un grand réformateur et un grand réconciliateur, un grand négociateur. Moi j'ai envie de dire que bien sûr il y a tout ça, il y a ce bilan. Mais c'est plutôt un style, un comportement. C'est comme Mendès France finalement. C'est un comportement politique différent des autres, qui parfois peut irriter et qui aujourd'hui, au fond, convainc la plupart de la population. Donc moi, c'est le comportement de Michel Rocard que je voudrais d'abord saluer. Y a-t-il des héritiers de Michel Rocard aujourd'hui pour vous dans la vie politique? Non, moi je ne crois pas à la notion d'héritage. À chaque fois, c'est un renouvellement, c'est de nouvelles générations, c'est de nouvelles problématiques. Mais il y a une inspiration à Michel Rocard qui consiste à dire, cette inspiration, il faut dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. Voilà, je crois que ça, c'est l'inspiration de Michel Rocard. Alors Alain Anziani, vous allez également intervenir dans la discussion générale sur la loi Sapin 2. Vous portez la voix du groupe socialiste. Voilà un texte qui rassemble la gauche après toutes les divisions de la loi travail avec cette loi, notamment sur la lutte contre la corruption. Oui, je crois que c'est un grand sujet. La France est très en retard. Je le disais encore ce matin, nous sommes en retard sur la plupart des pays européens, nous sommes en retard sur la plupart des pays du monde, y compris sur, par exemple, vient d'ailleurs de le rappeler. Sûr, mais y compris sur l'Afrique du Sud, au-delà même de l'Europe. Donc c'est un très grand retard. On a des scandales qui arrivent. Le scandale du Mediator ne doit pas être oublié. S'il y avait eu plus de transparence, il y a eu moins de morts. Il n'y aurait peut-être pas eu du tout de morts dans le scandale du Mediator. Pour évidemment l'ensemble des systèmes d'alerte, nous sommes ici en déficience. Donc il est bien. Mais moi je constate aussi, on va le voir tout à l'heure, qu'il y a une sorte de peur. Et j'ai envie de dire à mes collègues, n'ayez pas peur. Est-ce qu'il y a une peur de la droite sénatoriale? Il y a eu des modifications en commission disant qu'il faut sanctionner notamment les faux lanceurs d'alerte. Est-ce que c'est pour vous un vrai combat ou un combat d'arrière-garde? Non, je pense qu'un lanceur d'alerte doit être comme chacun, il doit être aussi responsable. Donc s'il commet une bêtise, s'il commet un dommage, il doit aussi en assumer la responsabilité. Mais la vraie question, c'est de donner un vrai statut aux lanceurs d'alerte. Là, ce que nous faisons au Sénat, c'est une peau de chagrin. On réduit la définition constamment pour que ce soit au minima, à minima. Alors, n'ayons pas peur. Donnons du pouvoir, donnons du sens aux lanceurs d'alerte et donnons-lui une vraie protection, y compris, il y a des lanceurs d'alerte qui sont ruinés parce qu'ils ont fait leur job et ils permettent à la société de récupérer parfois des millions. Et bien aussi, il faut indemniser les lanceurs d'alerte pour le courage qu'ils ont eu. Merci beaucoup Alain Anziani d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Tam pour cette première réaction et vous en parliez avec votre invité. Le projet de loi Sapin 2 est donc arrivé aujourd'hui au Sénat. L'examen a commencé il y a maintenant 30 minutes. Pour en parler, on va tout de suite retrouver Saveria Rojek en direct de la tribune de presse. Bonjour Saveria, vous suivez pour nous les débats sur cette loi qui se veut une arme efficace contre la corruption. Absolument Delphine, un texte ambitieux et rassembleur. L'ambition justement c'est de remettre la France au niveau en matière de lutte contre la corruption. En clair, faire de la France un pays intègre. Eh bien oui, car jusqu'à présent, notre pays était plutôt mal classé dans tous les baromètres internationaux. Si ce texte était adopté, ça serait une réelle avancée, comme l'a martelé à l'instant Michel Sapin, le ministre des Finances. Je vous propose de l'écouter. Chacun sait à quel point ces matières sont devenues sensibles pour nos concitoyens et le gouvernement a entendu répondre à ces exigences nouvelles car à travers elles, c'est l'image même de notre démocratie et une part de la confiance de nos concitoyens dans leurs institutions qui sont en jeu. Ce texte doit contribuer à faire de notre pays une démocratie moderne, sûre de ses valeurs, et non pas une démocratie du soupçon. Il doit contribuer à construire pour notre pays une économie au service de tous et à combattre les excès d'une finance débridée et sans règles. Voilà, alors concrètement, le cœur du dispositif, le cœur du texte, c'est la création d'une agence anticorruption qui aura des pouvoirs de sanction. C'est d'ailleurs ce qui inquiète les milieux d'affaires et le MEDEF. Eh bien, les sénateurs de la commission des lois du Sénat ont supprimé ce pouvoir de sanction. Autre axe majeur, vous l'avez dit, la protection des lanceurs d'alerte. Pour les ONG, le texte originel du gouvernement était déjà inférieur à leur attente. Ils voulaient un statut unique du lanceur d'alerte. Eh bien, là encore, le Sénat a limité
fortement la protection dont bénéficieraient ces lanceurs d'alerte. Pourquoi ? Eh bien, comme l'explique Philippe Bas, le président Les Républicains de la Commission des lois, beaucoup de sénateurs se méfient des lanceurs de fausses alertes. Philippe Bas qui dit avoir cherché un point d'équilibre sur cette question. Et puis pour François Pillet, le rapporteur du texte, le lanceur d'alerte ne peut pas être totalement irresponsable quand il n'est pas de bonne foi, a donc expliqué le rapporteur François Pillet. Et puis enfin, dernier point majeur du texte, l'encadrement des lobbies qui devront déclarer leur activité dans un répertoire numérique pour rencontrer les ministres, les élus locaux ou encore les hauts fonctionnaires. Et bien là encore, le périmètre de ce registre numérique a été restreint par les sénateurs. La commission a par exemple adopté un amendement qui écarte les élus locaux et les membres de leur cabinet de cette liste. Voilà Delphine, donc pour le début de l'examen de cette loi Sapin 2 au Sénat. Merci beaucoup Samaria, vous venez justement d'en parler. Au cœur de ce texte, il y a l'encadrement des lobbies, les groupes de pression dont l'influence est considérable en France auprès des parlementaires, accusés parfois de faire la loi. Michel Sapin envisage de créer un registre pour mieux contrôler leurs pratiques. Reste à savoir qui doit être répertorié comme lobby. Le débat est ouvert. Sandra Cerquera. Mieux encadrer l'influence des lobbies, c'est l'un des objectifs de la loi Sapin 2. Tabac, industrie, pharmacie, tous ces lobbies devront bientôt s'inscrire sur un registre en ligne tenu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Pour le gouvernement, c'est une nouveauté, mais de tels registres existent déjà en ligne depuis 2009 pour les lobbies qui cherchent à exercer leur influence à l'Assemblée nationale et au Sénat. L'article 13 de la loi Sapin 2 prévoit un registre similaire obligatoire où sont déclarés les élus et les groupes d'intérêt privés. Un mélange inacceptable pour le Sénat, qui écarte les élus locaux et les membres de leur cabinet de la liste des représentants d'intérêt. Nous sommes les représentants des collectivités territoriales de la République. C'est la Constitution qui le dit. Ça paraît singulier de considérer que nos communes, nos départements, nos régions doivent être assimilés à des groupes de pression, alors que la Constitution elle-même nous donne mandat de les représenter et par conséquent d'être en lien avec eux. Le Sénat écarte donc du registre des représentants d'intérêt les élus locaux, mais pas leurs associations. L'AMF dénonce une injustice, inenvisageable pour elle d'être considérée comme un simple lobby. Nous confondre avec ceux qui vont défendre telle marque de biscuits ou de lessive n'a strictement aucun sens. À quel moment nous considéreront-ils comme des lobbyistes et à quel moment serons-nous considérés comme des représentants de l'intérêt général? Nous siégeons dans des centaines de commissions, soit à la demande de l'État, soit parfois à la demande du Parlement. Pour l'ONG Transparency International, public et privé doivent être logés à la même enseigne. C'est le seul moyen d'encadrer véritablement le lobbying. Ça doit aussi encadrer les élus locaux, comme le recommandait le Conseil d'État par ailleurs dans son avis préalable. Surtout quand on sait que la commande publique, le poids et l'influence des élus locaux est de plus en plus importante et que la commande publique dans cet espace-là correspond à 20% du PIB en Europe. Mais dans la version initiale du texte, il y a bien des exceptions. La liste exclut les associations cultuelles, celles qui organisent l'exercice d'un culte, ainsi que les syndicats ou les partis politiques. Des exceptions qui font elles aussi débat. C'est la première fois qu'il se rendait en Corse depuis son arrivée à Matignon. Manuel Valls, très attendu par les nationalistes, a de nouveau rejeté leur demande de rendre la langue corse co-officielle avec le français et de créer un statut favorable de résidence sur l'île. En revanche, le calendrier de collectivité unique sera tenu. Stéphane Amalian. Le Premier ministre est resté sourd à plusieurs revendications de l'exécutif corse, dirigé depuis décembre 2015 par Gilles Simeoni, membre du Parti nationaliste. Principale demande, l'obtention du statut de langue officielle pour le corse, au même titre que le français, et la création du statut de résident de l'île. Deux requêtes catégoriquement refusées par le Premier ministre, des lignes rouges à ne pas franchir. Le chef du gouvernement a toutefois fait un pas en avant en annonçant la création d'une agrégation en langue corse, un effort jugé insuffisant. Je ne vous surprendrai pas en disant que d'un point de vue politique, nous sommes déçus par l'attitude du Premier ministre et par son discours, qui n'est pas, à notre avis, à la hauteur des enjeux actuels.
Autre dossier sensible, l'amnistie de ceux que le gouvernement refuse d'appeler prisonniers politiques. Le Premier ministre a rappelé que les règles du rapprochement pourront s'appliquer à l'exception des membres du commando Érignac qui resteront incarcérés en métropole. La visite de Manuel Valls portait avant tout sur la création de la collectivité unique corse. Elle devra prendre effet au 1er janvier 2018. Elle remplacera les 2 départements actuels. Cette collectivité unique est une démarche inédite. C'est là aussi une nouvelle page de la décentralisation. C'est la preuve que nous vous faisons confiance pour vous saisir au mieux des questions qui vous concernent et de votre avenir. Le programme exceptionnel d'investissement financé par l'État a lui aussi été reconduit, tout comme le régime fiscal dérogatoire pour lutter contre l'augmentation de l'immobilier corse. Ouverture du procès de Serge Dassault pour blanchiment de fraude fiscale. Le sénateur Les Républicains de l'Essonne, âgé de 91 ans, est jugé par le tribunal correctionnel de Paris. Il est soupçonné d'avoir dissimulé des sommes très élevées sur des comptes à l'étranger. Le PS a-t-il cédé face aux menaces de violence? Samedi, à la surprise générale, Jean-Christophe Cambadélis a annoncé renoncer à l'université d'été du parti à Nantes. Elle sera remplacée par d'autres rencontres en région. Jérôme Rabier. Il avait déjà fallu digérer le déménagement de l'université d'été de La Rochelle à Nantes. Mais les socialistes vont désormais devoir choisir leur destination à la carte. Car le premier secrétaire a préféré annuler le rassemblement annuel au profit de 5-6 réunions différentes en région. Devant les risques de violence à Nantes, il vaut mieux reporter, suspendre l'université de cet été. Une décision saluée par la maire socialiste de Nantes, Johanna Roland, dans une ville qui connaît des débordements réguliers lors des manifestations contre la loi travail ou contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Un avis partagé par la ministre des Familles. Le choix de Nantes nous avait paru un peu bizarre et je trouve que c'est une décision raisonnable qu'a pris Jean-Christophe Cambadélis. Mais c'est l'incompréhension qui domine au sein du parti. Beaucoup sont perplexes à l'idée de 5-6 réunions différentes en France. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'université d'été, c'est tout. Voilà, autant se réunir une seule fois en bon ordre à Paris. C'est plus simple pour tout le monde. Je regrette. Et moi, j'aimais bien l'université d'été. Je crois que c'est un endroit où on pouvait échanger des idées, ce qui n'est pas tellement fréquent de nos jours. Une décision qui fait doucement sourire. À droite, les Républicains tiendront eux la leur à la Baule et pensent que d'autres raisons ont poussé le PS à changer de formule. Je ne sais pas bien si la véritable raison, c'est les risques de sécurité liés à l'événement, ou si les divisions internes sont telles qu'il vaut peut-être mieux mettre la poussière sous le tapis en attendant des temps meilleurs. À défaut de se retrouver tous ensemble en fin d'été, les socialistes s'afficheront donc aux 4 coins de France, éparpillés, à l'image des dissensions qui agitent le parti. Comme tous les lundis, c'est l'heure de la rencontre avec un sénateur. Aujourd'hui, nous allons dans le Val-de-Marne, un département présidé par le communiste Christian Favier. Il se bat pour garantir la mixité sociale en matière de logement aux abords des gares du Grand Paris. Avant d'en débattre avec lui, voyez ce reportage de Flora Sauvage. Je suis Christian Favier, sénateur du Val-de-Marne depuis 2011 et également président du conseil départemental du Val-de-Marne. Cet après-midi, nous organisons un atelier législatif ici à Vitry pour parler de la place du logement social autour des futures gares du Grand Paris Express qui vont bientôt être réalisées dans la métropole parisienne. Donc ça, c'est la gare du centre, alors, c'est ça. Des maquettes qui vont bientôt devenir réalité. En banlieue parisienne, à Vitry-sur-Seine, 2 gares du Grand Paris Express, le réseau de métro automatique, vont voir le jour à l'horizon 2022. Et pour lutter contre la spéculation immobilière, le sénateur Christian Favier propose d'instaurer dans la loi un minimum de 30% de logements sociaux aux abords des gares du Grand Paris Express. L'enjeu principal pour la région Île-de-France, c'est sa capacité à répondre aux besoins de logement. Et notamment parce que le coût des loyers est exorbitant, l'accès au privé est très difficile. Donc il faut que les projets qui vont naître autour des gares puissent faire en sorte d'accueillir les populations, aussi les populations modestes. À Vitry-sur-Seine, un bastion rouge de la petite couronne parisienne, la proposition de loi est bien accueillie. C'est une très bonne chose, on aurait même souhaité plus que 30% de logements sociaux, parce que la ville, aujourd'hui, dans son plan local d'habitat, elle est à 40% de logements sociaux. Quand on parle de 30% de minimum de logements sociaux, c'est un minimum, c'est un plancher, c'est pas un plafond. La raison, c'est parce qu'on a fait le constat que d'ores et déjà,
autour des futures gares, on a plusieurs dizaines de gares futures où on n'a pas ce chiffre-là, on est même parfois bien en dessous. Et donc il faut faire en sorte que par la loi, on améliore cette loi sur le Grand Paris pour permettre justement qu'il y ait un minimum de logements sociaux qui soient réalisés autour des gares. Pour les associations de défense des locataires, la proposition sénatoriale est un garde-fou. Cette loi vient nous rassurer, si j'ose dire, si elle passe, bien entendu, parce que c'est qu'une proposition de loi, mais effectivement, elle viendra rassurer notamment des populations qui commencent à se demander si effectivement elles n'allaient pas être éjectées au-delà de ces périmètres-là, parce que le logement aurait été trop cher et qu'ils n'auraient pas pu se loger. L'Île-de-France compte aujourd'hui 600 000 demandeurs de logements sociaux. Plus de 60 000 habitent le Val-de-Marne. Dans cette cité délabrée de Champigny-sur-Marne, les habitants n'en finissent plus d'attendre des travaux de rénovation. Il y a des rats ici. Dites-nous ce qui ne va pas. Il y a des rats. Ouais. La propreté, il n'y en a pas. Les odeurs, c'est urine carrément dans les halls. Ici, 220 logements pour certains insalubres accueillent des familles comme celle de Magali. Les papiers peints qui tombent, les champignons qui apparaissent, les matelas qui sont attaqués, les sommiers. Donc voilà, j'ai une fille de 14 ans qui est asthmatique. Tout l'hiver, elle a été sous ventoline. Elle fait que des bronchites asthmatiformes. Le montant des travaux pour réhabiliter ces logements est estimé à plus de 17 millions d'euros. Mais il manque la subvention de la région, qui s'élève à 500 000 euros. Toutes les collectivités n'ont pas encore confirmé leur engagement. Et notamment, on a un souci avec la région Île-de-France, qui s'est fixé de nouvelles règles de financement qui risquent effectivement de pénaliser cette opération-là. Au prétexte que Champigny a plus de 30% de logements sociaux, la région ne financerait plus les logements très sociaux dans ces villes-là. Face à une région Île-de-France qui a basculé à droite aux dernières élections, le président du conseil départemental du Val-de-Marne espère bien faire entendre sa petite musique pour donner la parole aux populations les plus modestes. Christian Favier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On le voit dans ce reportage avec ce combat pour garantir la mixité sociale aux abords des gares du Grand Paris Express. Est-ce qu'il y a un réel risque de spéculation immobilière autour des logements qui vont être construits ? Oui, il y a un vrai risque. On le voit d'ailleurs déjà aujourd'hui, par exemple, les promoteurs immobiliers vantent la proximité des gares pour leurs futurs programmes. Or, on ne peut pas effectivement répondre aux besoins de logement uniquement que par de la promotion immobilière privée. Il y a aussi des populations modestes qui habitent d'ores et déjà aussi dans ces territoires et qui souhaitent pouvoir y rester et qui ne voudraient pas être les victimes, en quelque sorte, des aménagements futurs. Donc, il faut pouvoir garantir qu'autour de ces futures gares, elles sont quand même très nombreuses, qu'il y ait un minima effectivement de logements aidés pour permettre donc à ces familles, à ces jeunes qui aujourd'hui ont bien du mal à se loger dans le privé, de pouvoir éventuellement profiter demain aussi de cette amélioration considérable que va être évidemment le réseau de transport du Grand Paris Express qui va faciliter la vie et les déplacements des usagers. Oui, ça n'a pas été finalement intégré quand on a voté une texte sur la création de ce Grand Paris Express, cet aspect logement ? Non, ce qui a été intégré, c'est la possibilité pour la Société du Grand Paris de pouvoir être aménageur dans un rayon de 400 mètres autour des gares et donc de se substituer en quelque sorte, y compris aux communes, pour pouvoir financer en partie d'ailleurs le réseau. Donc le risque, c'est bien aussi que pour financer le réseau, on cherche évidemment à dégager le maximum de moyens et donc de faire plutôt du logement, donc du logement de promotion privée. Donc il nous faut garder les deux. On n'est pas hostile à ce qu'il y ait évidemment du logement privé aussi autour des gares, mais il faut absolument assurer que les habitants qui souhaitent évidemment profiter de ce réseau de transport puissent le faire et donc qu'il puisse y avoir aussi des logements à des loyers accessibles. Oui. Est-ce que l'encadrement des loyers qui va être étendu à l'Île-de-France finalement ne vient pas déjà répondre à votre proposition de loi ? Partiellement, moi je me félicite d'abord que l'encadrement des loyers qui effectivement a été pour l'instant uniquement réservé à Paris soit étendu maintenant, donc comme cela avait été prévu d'ailleurs initialement par la loi, déjà à ce qu'on appelle à l'aire métropolitaine de Paris. Et donc par exemple le Val-de-Marne, toutes les communes du Val-de-Marne vont être concernées par cet encadrement des loyers. Mais l'encadrement des loyers, c'est le prix moyen, c'est-à-dire ne pas dépasser de 20% le prix moyen d'un secteur. Si on est dans un secteur, par exemple autour des gares, où
les loyers seraient à un niveau très, très élevé, ça serait évidemment une moyenne élevée. Et donc il faut, à mon avis, se donner la garantie d'avoir effectivement au moins 30% de logements sociaux dans les réalisations nouvelles qui vont être construites. C'est le principe du projet de loi que j'ai déposé avec mon groupe. Comment a-t-il été accueilli d'ailleurs ce texte? Est-ce que vous avez des garanties de la part de la ministre du Logement? Pour l'instant, on n'a pas eu encore ces échanges-là, puisque c'est un texte qui viendra dans une niche parlementaire du groupe CRC. Sans doute d'ailleurs qu'à la faveur de la loi sur l'égalité et citoyenneté qui va venir avant, très certainement, on essaiera d'aborder déjà ce débat et on verra quelle est la réponse du gouvernement sur cette proposition. Ouais. On sait que vous êtes le dernier président d'un département communiste, un dernier bastion. Il n'y a pas de département communiste, il y a un département, parce que bon, un département communiste, on pourrait dire en gros que tous les gens sont communistes, c'est loin. Dernier président communiste du département du Val-de-Marne, est-ce que ça vous donne une responsabilité particulière? En tout cas, les valeurs qui sont celles, évidemment, que portent les élus communistes en général, c'est des valeurs de justice sociale, des valeurs d'accès, du droit au logement pour tous. Ça, c'est effectivement des choses qui marquent très fortement, je dirais, l'engagement des élus de ma sensibilité. Et donc, de ce point de vue, je fais en sorte aussi, effectivement, que dans ce département, eh bien, on n'ait pas des personnes qui soient chassées du département à cause de la spéculation immobilière. On a trop vu ce phénomène-là. On le voit bien, d'ailleurs, des gens qui, aujourd'hui, de Paris, partent en banlieue, puis ensuite en grande banlieue, parce que les loyers, le prix du foncier a explosé, effectivement, en petite couronne. Donc, il faut arriver à maîtriser cela. Et il y a des moyens de maîtriser, d'ailleurs, cela. Je pense que, par exemple, on pourrait agir pour faciliter, par exemple, la construction de logements sur le foncier qui appartient à l'État ou à ses opérateurs. La SNCF a de grandes emprises, par exemple, qui ne sont pas toujours utilisées, qui pourraient être mis à disposition de bailleurs pour construire et permettre la réponse aux besoins. Je rappelle qu'en Île-de-France, l'objectif, c'est quand même, tout le monde le dit, il faut construire 70 000 logements par an. Et aujourd'hui, on est encore assez loin de ce chiffre. Rapidement, dernière question. Christian Favier, on sait que la loi travail a été adoptée la semaine dernière par le Sénat dans une version largement modifiée par la droite sénatoriale. Le groupe communiste, au cours des 2 semaines de débat, a été très présent dans des débats parfois virulents avec le gouvernement. Est-ce que ça va laisser des traces dans les rapports que vous entretenez avec le gouvernement? On a été évidemment très surpris aussi par, je dirais, un peu l'entêtement du gouvernement à ne pas entendre ce qui se passe en profondeur dans le pays. C'est-à-dire que malgré plusieurs mois maintenant de manifestations, de rassemblements, de mobilisations, le gouvernement n'a pas voulu entendre ce mouvement. Et est passé, y compris même un peu en force, il faut bien le dire, à l'Assemblée nationale en utilisant le 49.3, c'est pas dans les traditions de la gauche. Je le dis très clairement. Aujourd'hui, nous, on est pour un vrai débat parlementaire jusqu'au bout. Et c'est vrai que cette loi travail, aujourd'hui, nous pose encore un vrai problème, notamment sur l'inversion des normes, ou le fait aujourd'hui, effectivement, qu'on fasse prévaloir les accords d'entreprise sur les accords de branche. C'est une question, c'est pas une question idéologique, c'est une question de fond par rapport à la garantie que les salariés peuvent attendre, faire en sorte que dans une loi travail d'un gouvernement de gauche, eh bien, ça devrait aboutir à une amélioration de la vie des salariés et pas à l'inverse. On a le sentiment, effectivement, que le gouvernement a plus entendu le patronat dans cette affaire-là que les salariés. Bien, merci beaucoup Christian Favier, vous restez avec nous puisque c'est l'heure du portrait décalé d'Alex Darmon. Bonjour Alex. Bonjour Delphine, vous allez bien? Très bien, et vous? Après la victoire des Bleus hier soir, tout le monde est heureux aujourd'hui. Très heureuse. Monsieur Favier, bonjour. Bonjour. J'ai une question pour commencer, comment êtes-vous venu au Sénat aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis venu en voiture. En voiture, pas en transport en commun? Je ne suis pas venu en transport en commun pour des raisons un peu de rapidité pour pouvoir effectivement être là à l'heure, etc. Et puis ensuite, souvent en fonction des engagements qui sont les nôtres. Mais voilà, vous avez votre passe Navigo, parce que moi je l'ai, je veux vous en parler. Je suis très en colère en ce moment. Bon, et vous savez pourquoi? À cause de l'augmentation de 3 € prévue sur le passe Navigo, sachant que vous savez que les élus communistes se sont beaucoup battus pour faire en sorte d'abord qu'il y ait un passe Navigo à tarif unique et à 70 €. Hein, parce qu'à l'époque, quand on en parlait, beaucoup de gens étaient d'accord sur le pass Navigo à tarif unique, mais en faisant payer les usagers. Il était question à l'époque d'un pass Navigo à 90 € même. J'ai l'impression que c'est la lutte finale au Parti communiste par rapport au pass Navigo. Mais les arguments de Valérie Pécresse qui dit que c'est pour améliorer les conditions des voyageurs, c'est recevable quand même?
Non, mais c'est pas les 3 € qui vont lui permettre effectivement d'améliorer les conditions des usagers. Ça, c'est pas sérieux. Ce qui est vrai, c'est que la région avait un vrai problème de financement pour boucler le budget pour le pass Navigo. Pour autant, il y avait d'autres solutions que celles qui ont été préconisées. Là, en gros, on fait payer les usagers. Bon, c'est toujours ça, c'est la facilité. Bon, je compte sur vous, en tout cas, vraiment, pour régler ce problème, parce que je n'ai pas envie de passer mon permis de conduire à 28 ans. Je me dis que c'est trop tard, donc on garde le pass Navigo à 70 €. Bon, parlons de vous maintenant, Monsieur Favier. Vous êtes un homme du Val-de-Marne. Vous avez grandi dans le Val-de-Marne, à Champigny. Vous avez même été à l'école dans le Val-de-Marne, et vous en gardez des souvenirs. Regardez. Quand ils ont fait le 50e anniversaire de l'école, ils avaient fait l'école ouverte, et ils ont réouvert les cahiers de présence et j'ai retrouvé mon certificat de scolarité. C'est trop mignon. C'est trop mignon quand même. Mais est-ce que vous étiez présent à l'école comme au Sénat ou pas? Parce que j'ai regardé votre fiche, votre tableau d'activité, et vous êtes très présent au Sénat. Oui, mais j'étais présent à l'école aussi quand même. Bon, vous n'avez jamais séché les cours? Ah si, ça m'est arrivé. Si, surtout quand j'étais lycéen quand même. Ça, effectivement. Pour faire un football, parce qu'apparemment vous adorez le football. J'aime beaucoup le foot, oui, c'est vrai. Vous soutenez l'AS Saint-Etienne? Absolument beaucoup. Vous savez plein de choses sur moi. Qui c'est les plus forts, évidemment, c'est? Ce sont les Verts. C'est bizarre pour un communiste. Ah oui, c'est plutôt les rouges normalement. D'accord. Non, et aujourd'hui c'est les bleus. Vous avez regardé le match de football hier? Oui, j'ai même eu la chance de pouvoir y aller avec le district de football de mon département. Vous étiez au stade hier soir, et donc ça a été un vrai plaisir de voir cette équipe de France aussi dynamique. Et alors vous attendez jeudi avec impatience, France-Allemagne? Oui, avec un peu d'angoisse quand même là, parce que là, je crois que l'adversaire va être quand même un peu plus coriace et bon, ça va être une belle confrontation, mais je crois qu'il y a une équipe de France, en tout cas de grande qualité, qui est capable de gagner. Là. Votre pronostic, attention, c'est filmé? Bon, allez, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, 2-1 pour la France. 2-1 pour la France. Bah, écoutez, moi je vais plutôt parier sur 3-1, c'est la folie. Vous êtes très optimiste. Ben, il faut être optimiste. Nous verrons ça jeudi. Merci à vous, Monsieur Favier. Merci. Merci, Christian Favier. Merci beaucoup, Alex. Il est 17h passé d'une minute, toujours en direct sur Public Sénat. Voici le rappel des titres. Plus de 20 ans après la loi Sapin 1, le ministre des Finances présente cet après-midi au Sénat son projet de loi visant à renforcer la lutte contre la corruption. L'encadrement des lobbies est au centre du texte, mais va-t-il assez loin pour contrôler ces pratiques? Analyse et débat à suivre. L'hommage du Sénat à Michel Rocard. Une minute de silence a été observée à l'ouverture de la séance. La classe politique unanime salue un homme de conviction, un homme d'État. Quel héritage laisse-t-il à la gauche? Quels héritiers? Alors que l'affiliation dont se réclament certains membres du PS n'était pas nécessairement assumée par l'ancien Premier ministre, on en parle dans cette édition. Manuel Valls en Corse, un déplacement sous tension pour le Premier ministre qui a été hué à Bastia. Il a de nouveau rejeté les demandes des nationalistes sur la co-officialité de la langue corse ou encore la création d'un statut de résident. Le détail dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Tamtra Nui et Saveria Rojek en direct du Sénat. Le multiplex politique et parlementaire, c'est tout de suite. Et pour commencer notre multiplex, direction l'hémicycle où nous attend Saveria Rojek en direct de la tribune de presse. Saveria, je le disais en titre, début de l'examen de la loi Sapin 2. Vous allez nous parler des lanceurs d'alerte. Le projet de loi prévoit de mieux les protéger, mais ces dispositions ont été modifiées par les sénateurs. Absolument, Delphine. La protection des lanceurs d'alerte, c'est effectivement une des mesures phares du texte. Leur statut, effectivement, est souvent évoqué, en particulier après le tout récent scandale des Panama Papers ou encore le procès des LuxLeaks. Jeudi dernier, 2 lanceurs d'alerte qui avaient permis de révéler ce gigantesque scandale financier d'évasion fiscale ont été condamnés par la justice de leur pays à de la prison avec sursis, une décision qui avait scandalisé les observateurs. Et en France, la France est un des rares pays de l'Union européenne à ne pas s'être doté d'un dispositif de protection de ces lanceurs d'alerte. Alors pour les ONG, le texte originel du gouvernement était déjà inférieur à leur attente. Ils voulaient un statut unique de ces lanceurs d'alerte. Le Sénat a encore plus limité la protection dont ils bénéficient. Pourquoi? Pour Philippe Bas, le président des Républicains de la Commission des lois du Sénat, beaucoup de sénateurs se méfient des lanceurs de fausses alertes qui risquent de porter préjudice à des intérêts publics ou privés. Philippe Bas qui dit avoir cherché un point d'équilibre sur cette question. Pour François Pillet, le rapporteur du projet de loi, le lanceur d'alerte ne peut pas être totalement
irresponsable quand il n'est pas de bonne foi. Et puis à gauche pour le sénateur socialiste Alain Anziani, c'est au contraire une définition à minima de ce statut qu'a dessiné la commission des lois du Sénat. Et puis les sénateurs, ils ont aussi supprimé la prise en charge par le défenseur des droits d'une aide financière pour ces lanceurs d'alerte. Un amendement du gouvernement va tenter de revenir sur cette suppression. Voilà donc Delphine pour cet encadrement par le Sénat du statut des lanceurs d'alerte. Merci beaucoup Saveria, et ce sera d'ailleurs le thème de notre débat de mercredi. C'est la première fois qu'il se rendait en Corse depuis son arrivée à Matignon. Emmanuel Valls, très attendu par les nationalistes, a de nouveau rejeté leur demande de rendre entre autres la langue corse co-officielle avec le français. Le Premier ministre qui a été hué à Bastia, Stéphane Amalian. Le Premier ministre est resté sourd à plusieurs revendications de l'exécutif corse, dirigé depuis décembre 2015 par Gilles Simeoni, membre du Parti nationaliste. Principale demande, l'obtention du statut de langue officielle pour le corse, au même titre que le français, et la création du statut de résident de l'île. Deux requêtes catégoriquement refusées par le Premier ministre, des lignes rouges à ne pas franchir. Le chef du gouvernement a toutefois fait un pas en avant en annonçant la création d'une agrégation en langue corse, un effort jugé insuffisant. Je ne vous surprendrai pas en disant que d'un point de vue politique, nous sommes déçus par l'attitude du Premier ministre et par son discours, qui n'est pas, à notre avis, à la hauteur des enjeux actuels. Autre dossier sensible, l'amnistie de ceux que le gouvernement refuse d'appeler prisonniers politiques. Le Premier ministre a rappelé que les règles du rapprochement pourront s'appliquer à l'exception des membres du commando Erignac qui resteront incarcérés en métropole. La visite de Manuel Valls portait avant tout sur la création de la collectivité unique corse. Elle devra prendre effet au 1er janvier 2018. Elle remplacera les 2 départements actuels. Cette collectivité unique est une démarche inédite. C'est là aussi une nouvelle page de la décentralisation. C'est la preuve que nous vous faisons confiance pour vous saisir au mieux des questions qui vous concernent et de votre avenir. Le programme exceptionnel d'investissement financé par l'État a lui aussi été reconduit, tout comme le régime fiscal dérogatoire pour lutter contre l'augmentation de l'immobilier corse. La France hausse le ton sur les travailleurs détachés et menace de ne plus appliquer la directive européenne si elle n'obtient pas gain de cause à Bruxelles sur sa demande d'un alignement par le haut des cotisations sociales. Explication Cécile Sixou. Plombiers polonais, maçons portugais, ceux que l'on appelle les travailleurs détachés sont payés autant que les Français quand ils travaillent sur notre territoire. En revanche, les entreprises qui les emploient payent les charges sociales de leur pays d'origine. Une concurrence déloyale pour Manuel Valls qui menace Bruxelles de ne plus appliquer cette directive. Le gouvernement français cherche aujourd'hui à convaincre, et beaucoup de pays sont d'accord avec lui, qu'il faut changer, qu'il doit y avoir une égalité de traitement par le haut pour lutter contre le dumping social, qu'on doit payer les cotisations sociales du pays le plus élevé. Si on ne nous entend pas, eh bien alors il faudra dire que la France n'applique plus cette directive. Un haussement de ton salué par Jean-Claude Lenoir, le président de la Commission des affaires économiques du Sénat, y voit un moyen de lutter contre le chômage. Le Premier ministre a raison, je lui donne raison. Il aurait dû le faire d'ailleurs depuis plus longtemps. Il n'est absolument pas admissible que des personnes viennent travailler en France sous des codes de travail et des conditions de rémunération qui constituent des discriminations par rapport aux salariés français. Discriminer des salariés français, c'est aussi ce que souhaite éviter Éric Bocquet. Pour le sénateur communiste du Nord, c'est ce sentiment de discrimination qui a poussé les Anglais à voter pour le Brexit. Dans les raisons du Brexit, il y a ça aussi. Il y a aussi cette question du dumping social. Donc on voit les dangers auxquels ça peut amener, y compris en termes de xénophobie, de racisme. Si on ne prend garde à ça, si on ne s'attaque pas à ce problème sur un plan politique et à l'échelon de l'Europe, on va vers les pieds des difficultés. La Commission va-t-elle réformer cette directive comme le souhaitent plusieurs pays européens? Bruxelles prendra une décision avant la mi-juillet. Et dans notre multiplex, on prend tout de suite la direction de la salle des conférences où nous attend Tam Tranui avec le ministre de l'économie Emmanuel Macron pour une réaction au décès de l'ancien Premier ministre Michel Rocard. C'est à vous, Tam. Oui Delphine, je suis donc avec Emmanuel Macron. La classe politique à droite comme à gauche et puis le Sénat cet après-midi rendent unanimement hommage à Michel Rocard. Que retenez-vous personnellement de lui, vous qui avez été très proche, qui êtes un disciple de Michel Rocard? Écoutez, d'abord l'homme de conviction, l'engagé qu'il était depuis
le début, je crois vraiment de sa vie, en tout cas sa carrière politique. Étudiant, il a été l'un des premiers à dénoncer la torture pendant la guerre d'Algérie et il n'a cessé ensuite de mener des combats avec enthousiasme, avec détermination. Jusque dans les derniers jours encore, son combat pour les pôles, il le portait, il comptait faire la réunion qui était prévue au Quai d'Orsay dans quelques jours, et donc c'était un engagé. Alors il a eu plusieurs causes, l'anticolonialisme, l'antitotalitarisme, la cause environnementale, le rapprochement entre l'État et la société civile, et la reconnaissance en particulier des formes multiples d'organisation possible de celle-ci. On parle beaucoup de la Corse ces dernières heures. Il avait beaucoup fait avec la loi de 91. La Nouvelle-Calédonie, c'est une série d'engagements, de batailles. L'Europe, bien évidemment. Et je crois que c'était un alliage extrêmement rare d'hommes d'État qui a occupé les plus hautes fonctions de la République, qui a occupé des très hautes fonctions aussi au Parlement européen, et en même temps d'hommes toujours convaincus, extraordinairement libres et engagés. Oui, est-ce que c'était aussi l'homme de l'anti-langue de bois, un homme avec une parole très libre? Oui, il avait pris tous les risques pour cette parole. Elle avait parfois été déformée, attaquée par certains. Il avait choqué, mais il ne faisait pas partie de ce camp, si je puis dire, des belles pensées et des idées qu'on voudrait aménager. Il s'est toujours attelé à ce qu'on nomme les choses, à ce qu'on nomme les problèmes, le parler vrai. Et je crois qu'il fait partie de cette filiation d'hommes et femmes politiques qui, après Mendes France et quelques autres, voulaient justement nommer le réel, nommer les choses. Pour reprendre la formule de Camus, parce que c'est sans doute une façon d'éviter d'accroître la misère du monde. Et je crois vraiment qu'il était attaché à ce va-et-vient constant entre en effet un parler vrai et une action. L'action lorsqu'il était en responsabilité, et puis l'action sur le terrain, parce qu'il n'a jamais cessé d'agir, en allant au contact des élus locaux, des associations, des organisations non gouvernementales, qui sur les différentes causes qu'il avait à défendre, justement étaient aussi dans l'action. Y a-t-il aujourd'hui des héritiers à Michel Rocard? Est-ce que vous vous sentez héritier de Michel Rocard, Emmanuel Macron? D'abord, je crois qu'aujourd'hui, c'est la tristesse, l'hommage. Il y a un temps les choses, et je pense que c'est aujourd'hui le temps du souvenir, de l'hommage, avec de l'émotion. On en aura aussi jeudi, puisqu'il y aura un hommage national qui sera rendu. Et je crois que ce serait indécent aujourd'hui de parler d'héritage, ou quel qu'il soit. Je pense qu'il était le seul à pouvoir le dire. En tout cas, le meilleur hommage qu'on peut lui rendre, c'est justement de ne pas revendiquer un héritage, mais d'essayer d'être à la hauteur des valeurs et de l'action qu'il a portée. La liberté, l'engagement, la volonté justement d'œuvrer pour qu'on vive mieux. C'est-à-dire ne pas nier les contraintes économiques, avoir une ambition économique et de production, mais en même temps être attaché aux solidarités et au long terme. Moi je retiens avec l'enthousiasme de l'homme Michel Rocard cette volonté justement de ne jamais s'arrêter aux vicissitudes du temps présent et d'être un homme du long terme. Oui, Michel Rocard avait d'ailleurs un regard assez dur sur la vie politique aujourd'hui. Donc c'était la politique de l'instant, que les hommes politiques d'aujourd'hui ne prennent plus le temps de lire et d'inventer, disait-il. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs dans son dernier entretien au Point. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat assez dur pour tous les hommes politiques d'aujourd'hui? Il était très critique sur la société politico-médiatique dans laquelle nous vivons et que nous sommes en train d'illustrer à l'instant. Il a beaucoup, si je puis dire, participé à celle-ci, mais avec cette frustration au fond du fait que les idées complexes, qui sont souvent les plus importantes, ont du mal à passer. Je crois que là-dessus, il a raison. Alors il faut qu'on ait une hygiène collective. Il y a des urgences, il y a de l'émotion, il y a un fracas du quotidien. Et malgré ce fracas du quotidien, je pense que c'est toujours très important de continuer à réfléchir aux causes profondes, de s'arrêter à celles-ci, de continuer à expliquer en même temps que l'on agit. Et à expliquer parce que c'est la condition même d'une action efficace. Et en effet, à continuer, quelles que soient les demandes présupposées qu'on peut avoir, justement de s'inscrire dans cette durée. Je crois qu'il n'y a aucune fatalité pour que la démocratie contemporaine ne puisse pas prendre en considération cette nécessité d'une pensée complexe. Merci beaucoup Emmanuel Macron d'avoir répondu à nos questions avant l'hommage national qui aura lieu donc jeudi à Michel Rocard. Merci à vous.
Merci beaucoup Tam pour cette réaction. Et on en vient à présent au projet de loi Sapin 2, au cœur du texte, l'encadrement des lobbies, les groupes de pression dont l'influence est considérable en France auprès des parlementaires notamment, accusés parfois de faire la loi. Michel Sapin envisage de créer un registre pour mieux contrôler leurs pratiques. Reste à savoir qui doit être répertorié comme lobby. Le débat est ouvert. Sandra Cerquera. Mieux encadrer l'influence des lobbies, c'est l'un des objectifs de la loi Sapin 2. Tabac, industrie, pharmacie, tous ces lobbies devront bientôt s'inscrire sur un registre en ligne tenu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Pour le gouvernement, c'est une nouveauté, mais de tels registres existent déjà en ligne depuis 2009 pour les lobbies qui cherchent à exercer leur influence à l'Assemblée nationale et au Sénat. L'article 13 de la loi Sapin 2 prévoit un registre similaire obligatoire où sont déclarés les élus et les groupes d'intérêt privés. Un mélange inacceptable pour le Sénat, qui écarte les élus locaux et les membres de leur cabinet de la liste des représentants d'intérêt. Nous sommes les représentants des collectivités territoriales de la République. C'est la Constitution qui le dit. Ça paraît singulier de considérer que nos communes, nos départements, nos régions doivent être assimilés à des groupes de pression, alors que la Constitution elle-même nous donne mandat de les représenter et par conséquent d'être en lien avec eux. Le Sénat écarte donc du registre des représentants d'intérêt les élus locaux, mais pas leurs associations. L'AMF dénonce une injustice, inenvisageable pour elle d'être considérée comme un simple lobby. Nous confondre avec ceux qui vont défendre telle marque de biscuits ou de lessive n'a strictement aucun sens. À quel moment nous considéreront-ils comme des lobbyistes et à quel moment serons-nous considérés comme des représentants de l'intérêt général? Nous siégeons dans des centaines de commissions, soit à la demande de l'État, soit parfois à la demande du Parlement. Pour l'ONG Transparency International, public et privé doivent être logés à la même enseigne. C'est le seul moyen d'encadrer véritablement le lobbying. Ça doit aussi encadrer les élus locaux, comme le recommandait le Conseil d'État par ailleurs dans son avis préalable. Surtout quand on sait que la commande publique, le poids et l'influence des élus locaux est de plus en plus importante et que la commande publique dans cet espace-là correspond à 20% du PIB en Europe. Mais dans la version initiale du texte, il y a bien des exceptions. La liste exclut les associations cultuelles, celles qui organisent l'exercice d'un culte, ainsi que les syndicats ou les partis politiques. Des exceptions qui font elles aussi débat. Et on ouvre le débat consacré à l'encadrement des lobbies avec mes invités sur ce plateau. Nathalie Goulet, bonjour. Vous êtes sénatrice UDUC de l'Orne. Merci d'être avec nous. J'accueille également Didier Marie, bonjour, sénateur socialiste de la Seine-Maritime. Et Philippe Dominati, bonjour, sénateur Les Républicains de Paris. Merci à tous les trois d'être sur ce plateau. 3 parlementaires. Nathalie Goulet, première question pour vous. Est-ce que les lobbies approche les parlementaires régulièrement, même si depuis 2009, le règlement intérieur du Sénat doit les identifier et un peu plus réguler, contrôler leurs allées et venues au sein du Palais du Luxembourg? Écoutez, moi j'ai une démarche qui est très très simple. Je ne prends aucun amendement prédigéré, je les rédige moi-même. Donc ils peuvent toujours venir demander. Moi je ne fais rien d'ailleurs que je ne comprends pas ou je ne maîtrise pas et je ne prends aucun amendement prédigéré et j'en signe très peu de mes collègues. Une grande confiance n'excluant pas une petite méfiance. Donc voilà, donc pour moi c'est assez simple. Ouais. Didier Marie, c'est quand même une réalité, cet accès des lobbies auprès des parlementaires qui viennent parfois avec des amendements clés en main, c'est ce que sous-entend Nathalie. Non mais la France serait le seul pays développé qui n'aurait pas des représentants d'intérêt privé ou public qui viendraient solliciter les parlementaires. Donc soyons réalistes, ça existe. Et puisque ça existe, il faut que ce soit transparent. Et pour que ce soit transparent, il faut que ce soit régulé. C'est l'objet de cette loi qui, je crois, est assez ambitieuse. Ouais. Philippe Dominati, alors le projet de loi Sapin 2 propose de les répertorier, ces groupes de pression, ces lobbies, sous forme de registre. Que pensez-vous de l'efficacité de cette mesure ? Très relative. D'abord, je pense qu'il y a d'autres urgences, mais enfin, si on veut réguler, pourquoi pas. Ce qui est le plus important, c'est effectivement l'identification et la transparence. Ce qui est très important pour un parlementaire, c'est de savoir qui s'exprime en face et qu'on ne vienne pas avec un masque ou d'une manière cachée. Mais à partir de ce moment-là, il faut pouvoir avoir une très très grande liberté. Le lobby le plus important à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est le lobby des agents de la fonction publique qui votent régulièrement les budgets de l'État et la plupart du temps, ils sont pourtant agents
de l'État. Je reprendrai un exemple d'un député, un professeur de médecine qui s'était opposé au ministre de la Santé il y a quelques années, tout en faisant partie de la majorité gouvernementale, en dénonçant, par sa propre compétence, un vaccin que par précaution, le gouvernement achetait par millions. Il avait dit que c'était inutile. J'observe que si on respectait la loi, aujourd'hui, il serait très difficile pour lui de mettre en garde ses collègues, parce que moi je n'avais pas de compétences particulières dans le domaine de la santé, pour dire moi je ne suis pas d'accord, je considère que ce n'est pas normal de faire un tel investissement financier pour un vaccin de ce type à titre de précaution. Il n'aurait pas eu cette liberté d'expression probablement avec la loi qui va amener à réglementer, à interdire, à contrôler. C'est la loi qui nous est proposée. Oui, elle est nécessaire, cette loi sur la transparence, pour lutter notamment contre la corruption, Nathalie Goulet? La corruption, on a déjà voté pas mal de textes. Moi, je pense qu'il faut déjà appliquer les textes qui existent. La transparence, c'est nécessaire. Mais vous savez, ce qui agace terriblement l'opinion publique, c'est le décalage entre le temps judiciaire et le temps médiatique. Vous voyez bien qu'il y a un certain nombre de gens qui sont porteurs d'un certain nombre de condamnations pour lesquelles notre système judiciaire met du temps à condamner, voire à exécuter, et qui sont toujours en fonction. C'est cette distance qui est difficile. Il faudrait trouver des méthodes, et puis vous savez, le discrédit de la classe politique ne se réglera pas avec un texte qui réglera le problème des lobbies, qui existent, mais qui pourra se transformer. On a aussi des tas de lobbies, de groupes de pression étrangers, multiples et variés partout. Donc là aussi, il faudra faire le tri. Si on prend un exemple récent, Didier Marie, sur le projet de loi biodiversité, on a pu dire que le lobby de la chasse au Sénat avait empêché le vote de certains amendements. Je pense par exemple à la chasse à la glu. Est-ce que ça, avec ce projet de loi Sapin 2, ça sera encore possible, ce type de situation? À titre personnel, je ne suis pas chasseur et donc je me garderai bien de juger les amendements qui ont été approuvés. Non, je crois plus sérieusement, il y a... Mais c'est très sérieux, puisqu'on a pu dire que le lobby de la chasse était à l'œuvre au Sénat. Oui, mais il y a dans ce que l'on appelle les groupes d'intérêt des choses positives. Je veux dire, les parlementaires sont extrêmement intelligents, travaillent beaucoup, mais ne sont pas au fait de toutes les situations. Que l'on ait la possibilité d'avoir des contacts avec des spécialistes, des experts de tel et tel domaine, ça me paraît tout à fait justicieux, puisque de toute façon, ça existe. Ce qu'il faut, c'est que ce soit transparent. C'est-à-dire que l'on sache qui vient voir qui, et que l'on sache que ces représentants d'intérêt sont éventuellement financés par telle banque, tel groupe, qu'ils aient donné tel type d'avantage à telle autre personne, etc. etc. C'est ça qu'il faut, de telle sorte que à la fois les parlementaires et plus globalement les élus agissent de façon totalement consciente et ne se fassent pas manipuler, ça peut aussi arriver, et que d'autre part, nos concitoyens sachent qui dit quoi et qui fait quoi. Nathalie Goulet, c'est toute la question de qui doit se trouver aussi dans ce registre, dans ce répertoire. On a vu à la fois les associations comme l'AMF refuser d'être considérées comme un lobby. Bah écoutez, moi je cumule pas, je suis même pas maire, je n'ai jamais été. Moi j'ai profond respect pour l'AMF. Mais on voit quand même qu'il y a un certain nombre de dispositions qui sont aussi dirigées ou organisées par des gens qui cumulent un certain nombre de mandats et qui donc se trouvent avec des liens d'intérêt. Alors moi, je voudrais aussi vous dire que dans tout ce fatras, il ne faut quand même pas oublier qu'on est quand même un certain nombre, et la majorité d'entre nous, à avoir des convictions. Ça veut dire qu'on peut défendre un certain nombre de sujets sans pour cela qu'il y ait un lobby derrière nous, ou devant d'ailleurs. Donc là aussi, il faut faire la part des choses. Mais encore une fois, le discrédit sur la classe politique est tel que je ne crois pas que cette loi changera grand-chose dans un délai très court. Philippe Dominati, sur cette question de qui doit figurer dans ce répertoire des lobbies, je sais que vous allez déposer des amendements pour que les syndicats, notamment, soient considérés comme lobbies. C'est la démonstration par l'absurde. C'est-à-dire que si l'AMF est un lobby, les syndicats sont automatiquement des lobbies, et ainsi de suite. Et puis un jour, lorsqu'un parlementaire va présider peut-être ou participera à une association d'intérêt général style Croix-Rouge ou autre, on considérera qu'il est dans un lobby, qu'il n'est pas parlementaire. Et donc, en réalité, on paralyse une expertise, une compétence, bien souvent de quelqu'un qui connaît un métier, et
à terme, le parlementaire ne pourra pas parler de son expérience et de son métier, parce qu'il devra être prudent et parler d'autres choses et aborder des sujets qu'il ne connaît moins bien. Donc c'est en cela que j'ai dit oui, effectivement, sur la loi travail, si à l'AMF, les syndicats sont obligatoirement des lobbies. Moi, je suis favorable à ce qu'on ait un périmètre le plus large possible pour que les uns et les autres qui font du conseil soient connus. Donc voilà, il faut que le périmètre soit large. En même temps, ce n'est pas une loi moralisatrice. C'est une loi qui vise à la transparence, tout simplement. Il ne s'agira pas de dire que tel ou tel type de lobby serait susceptible d'être en situation de corrompre les élus. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas le problème. Si ça l'était, de toute façon, c'est pénalement répréhensible. Donc là, il s'agit simplement de savoir qui sont ceux qui franchissent les portes de nos assemblées respectives, qui viennent voir les élus et qui portent des propositions. Quand on le sait, on a le droit de discuter avec tout le monde, les parlementaires l'ont toujours fait, mais on saura qui est en face et on saura surtout qui est derrière ceux qui sont en face. Et ça me paraît extrêmement important. Et c'est une manière aussi de relégitimer quand même la parole publique et de faire la séparation entre les intérêts privés et ce que nous sommes. Nathalie Goulet, est-ce que les lobbies sont encore un peu tabous en France? On a l'impression que c'est toujours quelque chose d'infamant, alors que si c'était davantage régulé, encadré, eh bien peut-être qu'on pourrait avoir un apport démocratique, comme c'est le cas dans les pays anglo-saxons. Oui, alors bon, vous savez qu'au Canada, vous devez déclarer, si vous êtes invité à déjeuner par les uns ou les autres, ça doit faire l'objet d'une déclaration au Parlement. Nos collègues parlementaires canadiens sont extrêmement prudents sur ce genre de choses. Moi, je voudrais aussi attirer votre attention sur quelque chose de tout à fait simple. Prenez nos amis arméniens. Bon. Chaque fois qu'il y a un texte sur la Turquie ou sur le génocide, est-ce que vous allez appeler la communauté arménienne, est-ce que vous allez appeler un lobby, est-ce que vous allez appeler les Turcs des lobbies, parce qu'ils interviennent les uns et les autres sur un problème qu'on va retrouver sur le texte sur l'égalité, puisque l'Assemblée nationale a voté finalement la pénalisation du négationnisme du génocide arménien. Donc on va revoir les mêmes. Bon, est-ce que ça c'est un lobby ou pas? Donc vous voyez l'extension. Donc moi je suis d'accord pour la transparence, mais il faudra aussi regarder tous les mouvements politiques en exil et de ceux qui en a, dont les moins recommandables, sillonnent nos parlements et nos couloirs, dont les moudjahidines du peuple sur la prétendue démocratie iranienne. Enfin, tout ça doit faire l'objet, franchement, d'un examen attentif. Donc moi, je suis plutôt favorable, mais il faut raison garder. Et puis, il faut surtout que les choses nous permettent quand même de travailler dans des bonnes conditions. Parce que quand même, quand on a un interlocuteur qui connaît son dossier, ça nous permet, même si on n'adhère pas complètement à ce qu'il dit, avoir une autre vision, parce qu'on n'est pas spécialiste de tout, loin de là. Ils doivent être associés au processus décisionnel, au processus législatif, ces lobbies, Philippe Dominati? Non, ils doivent nous informer. Je vais prendre un autre exemple. En tant qu'élu parisien, on a un problème depuis des années avec le taxi à Paris. Maintenant, vous avez l'émergence d'un nouveau métier, les VTC. Les taxis, ce sont des syndicats de taxis. Peuvent accéder aux parlementaires, voire les VTC, c'est des groupements de chefs d'entreprise. Ils ont exactement, je dirais, les mêmes préoccupations ou la même défense de leurs intérêts. Pour entendre les deux parties, d'un côté vous recevez les lobbies, de l'autre côté vous recevez les syndicats, donc le parlementaire est au milieu. En réalité, les deux opinions sont valables. Le problème, c'est vraiment d'identifier la source de l'information qui nous est délivrée. C'est tout. Mais il faut que ça soit le plus souple possible. Je pense que globalement, les parlementaires de toute sensibilité sont assez d'accord sur l'objet de ce texte. Après, les différences vont se jouer sur le pouvoir donné à la haute autorité pour la transparence de la vie publique, notamment de savoir s'il est possible ou non qu'elle sanctionne les comportements alors si un lobbyiste ne respecte pas ses obligations, il y aura une amende de 50 000 euros. Oui, alors ça c'est discuté actuellement. Ça fait partie des débats que nous avons eus à la commission des lois. Certains y sont favorables, moi j'y suis favorable, d'autres le sont moins. Donc on est plutôt sur le périmètre de définition des lobbies et puis sur les moyens de contrôle. Parce qu'on peut dire, voilà, il faut se déclarer et puis ensuite s'arrêter là. Si on veut que ce soit réel et efficace, il faut derrière qu'il y ait des moyens d'investigation, de contrôle et de sanction. C'est tout l'objet de ce texte. Nathalie Goulet. Oui, enfin, on est tous ici à Bac plus un certain nombre et puis aussi en ayant une certaine expérience. Donc je crois qu'on est les uns et les autres
capable de considérer, quand vous avez quelqu'un en face de vous, si vous vendre des pommes de terre qui ne veulent pas cuire, ou s'il a un discours cohérent et construit. Je veux dire, on a tous une expérience et on est tous capables de raccompagner quelqu'un vers la porte de notre bureau le plus élégamment possible si on considère qu'il essaye de nous manipuler. Je crois qu'on a tous eu ça dans nos bureaux respectifs. Il faut aussi considérer qu'on a une autonomie de pensée qui nous laisse quand même agir de façon... On n'est pas manipulé. Je parlais du projet de loi biodiversité avec cet aspect sur la chasse à la glu. Il y a aussi eu les textes concernant la loi Evin. On se souvient ici par les amendements du sénateur Les Républicains de la Gironde, Gérard César, qu'il y avait eu cette remise en cause là aussi de la loi Evin sur la publicité sur le vin. Là, on a pu dire aussi que c'était des lobbies qui étaient à l'œuvre. Non mais écoutez, si vous allez pour la loi de finances et que vous arrivez ou sur le PLFSS, vous avez dans cet hémicycle la route des vins, qui passe d'ailleurs par la route de la bière, chacun défendant ses produits locaux. Bon, est-ce qu'on est soumis aux bouilleurs de cru? Est-ce qu'on est soumis à... Non, on défend nos territoires. Si vous permettez, Madame Didier Marie. On peut défendre effectivement quelque chose avec conviction. Le problème, c'est de savoir si on a bénéficié de quelque chose en contrepartie. C'est ça. Et donc, on demande à ce que les lobbyistes, quels qu'ils soient, déclarent si ils ont invité à déjeuner, invité à faire un voyage, ou éventuellement s'ils ont bénéficié, eux, de financement de groupes d'intérêt autres pour venir plaider leur cause auprès des parlementaires. C'est ça qu'on veut savoir, en toute transparence. Après, les parlementaires, effectivement, sont tout à fait aptes à défendre la route des vins, la route de la bière, et pourquoi pas la route de la pomme quand on est normand. Voilà, je pense que ce n'est pas un problème. Le tout, c'est que ça se sache. Ouais. Philippe Dominati, de là à interdire toute communication entre un parlementaire et un lobbyiste, c'est quasiment mission impossible. Oui, c'est stupide. Je pense même que c'est stupide. Il faut faire confiance, et Nathalie Goulet l'avait dit, et mon collègue également, je dirais à l'éthique personnelle du parlementaire. C'est une question de responsabilité individuelle et de libre arbitre. Si on n'a plus confiance dans la représentation nationale pour pouvoir arbitrer ce qui est bon et mauvais, vous pouvez faire tous les règlements, tous les décrets, toutes les contraintes, ça ne changera rien. Ça voudra dire que le système est bloqué. Et en réalité, on peut rapprocher avec ce qui s'est passé en France avec le financement des partis politiques. On a voulu évidemment assainir les partis politiques. Maintenant, les partis politiques dépendent totalement des fonds publics. Il n'y a plus de possibilité autre d'expression que des fonds publics. On a fonctionnalisé le financement des partis politiques, ce qui finalement amène à faire en sorte que ne peuvent exister que les grandes machines. Et l'émergence de nouveaux partis, de petites structures, de nouvelles structures, de demander à M. Macron les difficultés qu'il aura à financer éventuellement un courant d'idées. Il ne pourra pas. Il faudra attendre l'élection d'une assemblée, le nombre de voix, etc. Ça aussi, on est l'un des seuls pays à avoir un tel excès, je dirais, dans le financement public de notre vie publique. Ce sera l'objet d'un autre débat. Merci à tous les trois d'avoir été les invités de Sénat 360. Il est 17h30, vous êtes toujours en direct sur Public Sénat. Tout de suite, les titres de l'actualité parlementaire. Plus de 20 ans après, on vient d'en parler, la loi Sapin 1, le ministre des Finances présente cet après-midi au Sénat son projet de loi visant à renforcer la lutte contre la corruption. L'encadrement des lobbies est au centre du texte, mais va-t-il assez loin? Eh bien, vous entendrez Michel Sapin dans un instant. Et dans ce contexte, faut-il reconnaître un statut particulier au think tank? Ces laboratoires d'idées se multiplient en France. À quoi servent-ils exactement? À l'occasion d'un colloque au Sénat, nous poserons la question à Olivier Urrutia, fondateur de l'Observatoire des think tanks. L'hommage du Sénat à Michel Rocard, une minute de silence a été observée à l'ouverture de la séance. La classe politique unanime salue un homme de conviction, un homme d'État. Quel héritage laisse-t-il à la gauche? Quels héritiers? On en parle à la fin de cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Tam Tranui et Saveria Rojek en direct du Sénat. Le multiplex parlementaire, c'est tout de suite. Mais avant de développer tous ces titres, l'hommage du Sénat à Michel Rocard, l'ancien ministre est décédé samedi à l'âge de 85 ans. Il avait été sénateur des Yvelines entre 1995 et 1997. Thierry Foucault a salué la mémoire de cet Européen convaincu et grand partisan de la décentralisation en ouvrant la session extraordinaire. Je vous propose aussi d'écouter la réaction d'Emmanuel Macron au micro de Tam Tranui il y a quelques minutes. C'était un engagé. Alors il a eu
plusieurs causes, l'anticolonialisme, l'antitotalitarisme, la cause environnementale, le rapprochement entre l'État et la société civile, et la reconnaissance en particulier des formes multiples d'organisation possible de celle-ci. On parle beaucoup de la Corse ces dernières heures. Il avait beaucoup fait avec la loi de 91. La Nouvelle-Calédonie, c'est une série d'engagements, de batailles. L'Europe, bien évidemment. Et je crois que c'était un alliage extrêmement rare d'hommes d'État qui a occupé les plus hautes fonctions de la République, qui a occupé des très hautes fonctions aussi au Parlement européen, et en même temps d'hommes toujours convaincus, extraordinairement libres et engagés. Voilà pour cette réaction enregistrée un peu plus tôt cet après-midi. On continue notre multiplex avec Tam Tranu, toujours en direct de la salle des conférences. Tam, vous êtes avec le sénateur Les Républicains Daniel Grémillet, sénateur des Vosges. C'est lui qui est intervenu pour défendre la position de la droite sénatoriale sur le projet de loi Sapin 2. Effectivement, puisque Daniel Grémillet est rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques. Et d'ailleurs, vous avez regretté tout à l'heure le manque de cohérence dans ce projet de loi entre d'une part le volet sur la corruption et la transparence et d'autre part le volet dont vous vous occupez plus spécifiquement sur la modernisation de la vie économique. Quel est le problème selon vous ? Le problème, il est simple, c'est que d'une loi qui effectivement au départ était bien plus mobilisée sur les lanceurs d'alerte, sur des sujets de fond, effectivement, qui embrassait que légèrement à la marge un peu l'économie, on est arrivé à une loi où un nombre très important de sujets sont abordés sans aucune cohérence. C'est-à-dire que c'est pas des sujets qui... C'est une loi fourre-tout pour vous ? C'est une loi où on additionne un certain nombre de points sans aucun lien et où il n'y a pas de fil conducteur. Et en matière économique, nous avons besoin de fil conducteur. Néanmoins, on a surtout une loi qui a pris une ampleur, et une ampleur qui est absolument incroyable, puisqu'on était aux alentours de 57 articles au début. Après l'examen à l'Assemblée nationale, on est à plus de 170. Mais surtout, le gros problème que nous avons eu, c'est les conditions dans lesquelles on travaille. Peu de temps pour débattre, pour examiner ces articles en amont. Écoutez, en tant que rapporteur, j'ai souhaité m'enrichir de l'avis d'un nombre très important d'organisations et important de s'enrichir pour effectivement voir le chemin qu'il faut prendre. Eh bien, dans les auditions que j'ai réalisées, les premières, le texte a été complètement modifié entre le moment où j'étais obligé, par rapport au pas de temps, par rapport à la brièveté du temps qui nous était donné, bien effectivement, le texte n'avait plus rien à voir entre ce qui était déposé et ensuite le sujet final. Alors, parmi les modifications importantes apportées par la Commission des lois, il y a l'encadrement des protections des lanceurs d'alerte. Pourquoi y a-t-il des réticences de la majorité sénatoriale sur la protection des lanceurs d'alerte ? Non, il n'y a pas de réticence. Il faut effectivement faire très attention. C'est un sujet très, très fragile. Il ne faut pas non plus qu'il y ait une surprotection. Quand je dis surprotection, on ne peut pas non plus exposer la vie d'entreprise, la vie tout simplement. La vie privée aussi. Oui, parce que ça va jusque-là, effectivement, à des situations où l'alerte doit être fondée. Et effectivement, le Sénat, toujours à son habitude, a un souci justement de protection. Parce que lorsque vous commettez... protection des libertés, protection des droits. Oui, et surtout faire attention, parce que si vous donnez une information et qu'elle s'avère erronée, on peut arriver à l'inverse. Daniel Grémillet, vous portez également de nombreux amendements sur les volets agricoles et le volet artisanat de ce texte. Vous qui vous êtes d'abord investi dans le syndicalisme agricole, d'ailleurs, vous allez continuer à porter la voix des agriculteurs dans ce texte ? De l'agriculture et de l'agroalimentaire, ce qui est un secteur quand même très important pour notre pays et qui est surtout un secteur stratégique pour l'économie nationale et l'économie européenne, pour les défis des années 2030, 2050. C'est tout de suite d'ailleurs, c'est l'enjeu alimentaire et on voit bien que l'ensemble des pays sont en train de s'organiser, de préparer la sécurité alimentaire. Et la sécurité alimentaire, c'est aussi d'abord la garantie qu'on sera capable, en capacité de nourrir correctement nos populations. Donc c'est un sujet majeur et pour ça il faut des agriculteurs sur l'ensemble des territoires. Il leur faut pouvoir vivre, donc des conditions de mise en marché et puis aussi le sujet agricole qui est le sujet aussi foncier. Merci beaucoup Daniel Grémillet d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup Tam pour cette réaction et on prend tout de suite la direction de l'hémicycle où nous attend toujours en direct de la tribune de presse Saveria Rojek. Saveria, cela fait maintenant 1 heure que les sénateurs se succèdent au plateau pour présenter à la tribune, pour présenter leur position sur ce texte. Quelle est la teneur générale des discussions? Absolument Delphine, on a tout d'abord entendu les 2 ministres Michel Sapin et Emmanuel Macron défendre leur texte, un texte qui se veut rassembleur et ambitieux. L'ambition justement c'est de remettre la France au niveau en matière de lutte contre la corruption. En clair, faire de la France un pays intègre. Eh bien oui, car jusqu'à présent notre pays était plutôt assez mal classé dans tous les baromètres internationaux. Et si ce texte était adopté, ce serait une grande avancée, une réelle avancée, comme l'a martelé tout à l'heure à la tribune le ministre des Finances Michel Sapin. Je vous propose de l'écouter. Chacun sait à quel point ces matières sont devenues sensibles pour nos concitoyens et le gouvernement a entendu répondre à ces exigences nouvelles car, à travers elles, c'est l'image même de notre démocratie et une part de la confiance de nos concitoyens dans leurs institutions qui sont en jeu. Ce texte doit contribuer à faire de notre pays une démocratie moderne, sûre de ses valeurs, et non pas une démocratie du soupçon. Il doit contribuer à construire pour notre pays une économie au service de tous et à combattre les excès d'une finance débridée et sans règles. Alors voilà, en revanche, le ministre a reconnu à la tribune des divergences avec la droite sénatoriale, une droite qui a limité, on vient d'en parler, le statut des lanceurs d'alerte, alors que c'était une des mesures phares du texte. Comme l'explique Philippe Bas, le président Les Républicains de la Commission des lois, beaucoup de sénateurs se sont méfiés des lanceurs de fausses alertes. Même discours, côté centriste pour la sénatrice Jacqueline Gourault, à l'instant à la tribune, le statut d'origine était trop enclin aux effets d'aubaine. À gauche, le socialiste Alain Ziani a déploré une définition à minima du statut de ces lanceurs d'alerte. Et puis enfin, Éliane Assassi, pour les communistes, elle surtout regretté qu'il y ait pour la droite sénatoriale des bons et des mauvais lanceurs d'alerte. Voilà donc Delphine pour le début de cette discussion générale sur le projet de loi Sapin 2 dans l'hémicycle. Merci à Saveria pour ces précisions. C'est la première fois qu'il se rendait en Corse depuis son arrivée à Matignon. Manuel Valls, très attendu par les nationalistes, a de nouveau rejeté leur demande. Le Premier ministre qui a été hué par une centaine de personnes à Bastia. Stéphane Amalian. Le Premier ministre est resté sourd à plusieurs revendications de l'exécutif corse, dirigé depuis décembre 2015 par Gilles Simeoni, membre du Parti nationaliste. Principale demande, l'obtention du statut de langue officielle pour le corse, au même titre que le français, et la création du statut de résident de l'île. 2 requêtes catégoriquement refusées par le Premier ministre, des lignes rouges à ne pas franchir. Le chef du gouvernement a toutefois fait un pas en avant en annonçant la création d'une agrégation en langue corse, un effort jugé insuffisant. Je ne vous surprendrai pas en disant que d'un point de vue politique, nous sommes déçus par l'attitude du Premier ministre et par son discours, qui n'est pas, à notre avis, à la hauteur des enjeux actuels. Autre dossier sensible, l'amnistie de ceux que le gouvernement refuse d'appeler prisonniers politiques. Le Premier ministre a rappelé que les règles du rapprochement pourront s'appliquer à l'exception des membres du commando Erignac qui resteront incarcérés en métropole. La visite de Manuel Valls portait avant tout sur la création de la collectivité unique corse. Elle devra prendre effet au 1er janvier 2018. Elle remplacera les 2 départements actuels. Cette collectivité unique est une démarche inédite. C'est là aussi une nouvelle page de la décentralisation. C'est la preuve que nous vous faisons confiance pour vous saisir au mieux des questions qui vous concernent et de votre avenir. Le programme exceptionnel d'investissement financé par l'État a lui aussi été reconduit, tout comme le régime fiscal dérogatoire pour lutter contre l'augmentation de l'immobilier corse. Pas de manifestation cet été, mais des surprises, selon Jean-Claude Mailly, le patron de Force ouvrière, qui a néanmoins indiqué que la manifestation prévue demain à Paris contre la loi travail sera la dernière de l'été. On l'écoute au micro de Jordan Klein. On n'est pas satisfait de ce projet de loi. On est face à un gouvernement qui a accepté de bouger un petit peu sur un point, mais sur le fond du dossier, c'est d'une rigidité que je n'ai jamais connue. Donc à la fois du gouvernement, mais aussi implicitement du président de la République. On a connu d'autres premiers ministres rigides avec des présidents de la République plus souples. Bon, donc à partir de ce moment-là, s'ils maintiennent
mordicus ce qu'ils veulent, il n'y a aucune raison qu'on lève le pied. Sous des formes diverses, manifestations donc demain sur différents endroits du territoire, un meeting à Paris des 7 organisations mercredi, ce sera peut-être, je ne sais pas quand le 49.3 passera, ça c'est eux qui décident, mais dans les eaux du 49.3, des actions cet été et rendez-vous à la rentrée. On va discuter des modalités avec les autres organisations, mais rendez-vous à la rentrée. Ce sera le chewing-gum qui va leur coller aux pompes pendant un bon bout de temps. Je vous le disais en titre, les premières assises nationales des think tanks ont eu lieu aujourd'hui au Sénat. L'occasion de faire le point sur l'émergence de ces laboratoires d'idées avec Héloïse Grégoire. Laboratoire d'idées, cercle de réflexion, les think tanks sont de plus en plus présents dans notre société. À la fois écologiques, industriels ou encore politiques, à quoi servent-ils vraiment ? L'Observatoire français des think tanks dénombre 40 organisations reconnues juridiquement. Composés de chercheurs, d'universitaires ou d'institutionnels, ils proposent des expertises complémentaires sur les politiques publiques. Ils sont indispensables, je pense, au débat démocratique actuel. C'est extrêmement important que chacun puisse être entendu, que chacun puisse avoir droit à la parole. Et ça, quel que soit votre niveau dans la société, si tant est qu'on puisse parler de niveau. Depuis les années 2000, on observe une poussée de ces cabinets d'experts, dont les plus connus sont Terra Nova ou l'Institut Montaigne. En coulisses, certains les accusent d'influencer les partis politiques et de distiller une pensée dominante et élitiste. Je pense que l'on peut dire que ces think tanks influencent les politiques et c'est très bien parce que le politique, il a besoin de cet avis de la société. Il faut relativiser et il ne faut pas penser que ce sont les think tanks qui vont demain gouverner un pays, c'est pas ça. Comme en 2011 où le think tank Terra Nova a proposé l'idée d'une primaire socialiste. Olivier Urrutia, membre fondateur et délégué général de l'Observatoire des think tanks, est notre invité. Il répond aux questions d'Oriane Mancini. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Olivier Urrutia. Bonjour. Alors on l'a vu, vous organisez aujourd'hui au Sénat les premières assises nationales des think tanks. Quel en était l'objectif ? Écoutez, cet événement était pensé pour être consacré en fait à la réflexion, tout simplement. Donc les premières assises nationales des think tanks avaient pour vocation de mettre autour d'une même table, dans un même lieu, plutôt prestigieux et symbolique, consacré justement à la réflexion politique, des think tankers, c'est-à-dire des dirigeants de think tanks, et puis également des académiques, des politiques français et étrangers, afin, encore une fois, de, je dirais, faire circuler les idées. Alors la France compte un petit nombre de think tanks par rapport aux autres grandes démocraties. Comment l'expliquez-vous ? Par la culture française, la peur des corps intermédiaires ? Écoutez, la réponse est dans votre question. En effet, vous avez raison. En France, nous avons une tradition extrêmement jacobine de l'État et de la gestion politique. Je n'invente rien en le disant. Et donc, une vision plutôt rousseauiste plutôt que tocquevillienne. Et même si les corps intermédiaires existent en France, et notamment depuis la loi 1901 de Waldeck-Rousseau, qui a permis le droit de réunion et le droit d'association, et les think tanks en sont une émanation, une conséquence en tout cas, il est vrai que la France n'a pas pour culture, en tout cas les grands corps d'État, les pouvoirs publics n'ont pas pour culture je dirais, discuter, échanger avec la société civile et donc avec ces fameux corps intermédiaires. Il y a une forme d'aristocratie des pouvoirs publics. Est-ce que c'est le fait que la culture du think tank soit récente en France qui fait que leur nombre croît en France, contrairement aux autres pays où ils ont plutôt tendance à décroître ? Alors, je dirais d'abord que le phénomène est récent en France et pas vraiment. La France a une très longue tradition de clubs, de cercles, de salons de discussion. Je dirais même que l'un des premiers grands proto-think tanks dans le monde est né en France en 1867 avec la Société des agriculteurs de France. Mais il est vrai que c'est un phénomène qui a été très peu connu ou mal connu jusqu'à récemment, je dirais à peu près 2006-2007. Et en général, pour une raison très simple, c'est qu'il y a toujours une connotation extrêmement péjorative, accolée, corrélée justement au think tank pour des questions d'influence, de lobbying, etc. Alors, 2006, justement, c'est la date de création de l'Observatoire des think tanks, dont vous êtes le délégué général. Quel en était l'objectif ? De mieux structurer ces think tanks ? Écoutez, l'objectif de l'Observatoire des think tanks, au moment de sa création, était simplement lié à un constat. Notre constat était le suivant. Les think tanks existaient déjà
en France notamment, mais aussi dans d'autres pays, et s'occupait déjà de réfléchir, de produire et de diffuser des idées et des recommandations qui portaient sur les politiques publiques. Les politiques publiques sont un sujet d'intérêt général. Il se trouve que les politiques, c'est-à-dire la classe politique, mais le monde également de l'entreprise, tout comme le citoyen en général, n'avaient pas connaissance de ces organisations ni de leur fonctionnement. Nous avons considéré qu'il y avait là une sorte de vide démocratique, dit clairement, et qu'il était de notre devoir simplement de nous emparer de ce sujet pour le traiter de façon pédagogique, ouverte. D'ailleurs, tout ce que nous faisons est en source ouverte, comme ces assises qui sont accessibles à toutes et à tous, et d'expliquer aux gens quel est le rôle des think tanks, quelle est leur place, quel est leur mode de fonctionnement, mais aussi qui les finance et quels sont en effet leur mode de fonctionnement. Alors justement, qui les finance? Il y a beaucoup de subventions publiques. Il y a beaucoup de subventions publiques en France. On dit très souvent que les think tanks français sont sous perfusion d'argent public. En effet, la France n'a pas une grande tradition de mécénat, et notamment de mécénat d'entreprise. Et il est vrai qu'on consacre très peu de moyens, d'argent en France, à la pensée, à la recherche. Et donc la plupart des organisations françaises font appel à des subventions publiques. Je le déplore, oui, je le déplore. Je pense que ça laisse là encore un vide stratégique de la pensée en France. Et c'est sûrement pour ça que nous sommes très en retard par rapport à beaucoup de pays, notamment nos voisins directs. Alors, nous sommes à un an de l'élection présidentielle. Quel est aujourd'hui le lien en France entre think tanks et partis politiques? Écoutez, alors, il y a quand même une différence dans entre l'écosystème français et l'écosystème, par exemple, allemand ou l'écosystème, je dirais, espagnol. En Espagne, il y a des grandes fondations politiques, en Allemagne aussi, et qui sont directement liées, organiquement, même et financièrement, aux partis politiques. En France, c'est beaucoup moins le cas. En effet, Terra Nova, on a l'impression en France qu'il y a une volonté des think tanks d'être indépendants et en même temps un manque de confiance des partis politiques vis-à-vis de ces think tanks. Je dirais que, encore une fois, en France, il y a moins de liens entre think tanks et partis politiques, financiers, organiques, qu'en Allemagne ou en Espagne. Vous avez raison de dire que les think tanks se réclament d'une indépendance, toute logique, puisque si vous voulez être crédible et audible, il faut vous réclamer d'une indépendance. Sinon, on pense que vous êtes téléguidé, télécommandé. Quant aux partis politiques, vous avez raison également de le dire. En tout cas, les partis politiques étant composés par cette fameuse classe politique dont nous parlions tout à l'heure et cette fameuse aristocratie, ils ont peu le réflexe de s'adresser aux think tanks et de les intégrer au processus programmatique. Mais je tiens à le dire, on y vient. Les choses changent depuis quelques années de plus en plus. Et je dois dire que, par exemple, dans le cadre des conventions nationales du parti Les Républicains rue de Vaugirard, il n'est pas rare de voir parmi les sénateurs, les députés, les anciens ministres de droite, un certain nombre de représentants de think tanks qui participent aux travaux de façon tout à fait libre et ouverte pour apporter une expertise privée dans le cadre justement de la vie des partis politiques. Est-ce que dans la période actuelle, on connaît une crise des partis politiques, le rôle des think tanks va s'accroître? Eh bien, je le crois également, oui. Ma réponse est oui. Vous avez une dépolitisation du politique en France et dans d'autres pays et des partis politiques qui ont une vocation de moins en moins programmatique. Là encore, un vide de la pensée. Et donc, les think tanks occupent ce vide. Dernière question très rapidement. La loi Sapin 2 arrive au Sénat aujourd'hui. Elle encadre, entre autres mesures, les lobbies. Est-ce que les think tanks sont des lobbies? Non, les think tanks sont différents des lobbies, mais les think tanks mènent des actions de lobbying. Ce n'est pas la même chose. Les think tanks font d'autres choses que les lobbies ne font pas, mais en effet, les think tanks peuvent mener des actions dites d'influence, donc des actions de lobbying. Merci beaucoup, Olivier Urrutia, d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Oriane. Merci beaucoup, Olivier Urrutia. On retourne à la salle des conférences où nous attend Tam Trami pour une nouvelle réaction au projet de loi Sapin 2. Tam, vous êtes avec le sénateur RDSE du Var, Pierre-Yves Collombat. Oui, Michel Sapin, Pierre-Yves Collombat a dit tout à l'heure lors de la discussion générale que la France accusait un retard important en matière de lutte contre la corruption. Est-ce que pour vous, la loi Sapin 2 parvient à satisfaire cet enjeu de nous remettre à la hauteur au niveau mondial? Absolument pas. Pour quelle raison? Parce que c'est un montage comme d'habitude. Au lieu de donner à la justice les moyens de faire son travail, eh bien on monte une annexe où on fait des circulaires, où on s'occupe de prévention, où on négocie, etc. Donc tout ça n'est pas du tout à la hauteur des enjeux qui sont absolument considérables. Parce que l'enjeu, il est bien sûr de morale publique, mais il est aussi économique.
dans la mesure où laisser la délinquance financière prospérer, c'est favoriser les tricheurs. Et particulièrement, moi j'aurais aimé que plutôt que de se préoccuper uniquement et encore très partiellement de la lutte contre la corruption, on lutte contre la délinquance financière. Qu'aurait-il fallu faire selon vous dans cette loi Sapin 2? Eh bien, c'est ce que nous proposons. Comme notre rapporteur, que les sanctions dépendent uniquement du parquet financier, en tout cas de l'institution judiciaire, et que l'agence qui est créée, l'agence dite de prévention, ne soit pas que de prévention, mais soit un outil au service de la justice. Pierre-Yves Collombat, vous portez également un amendement de suppression sur l'article 13 qui prévoit un répertoire numérique pour accroître la transparence des rapports entre les lobbies et les pouvoirs publics. Pourquoi? Parce que ça sert strictement à rien. C'est du vent. Ça sert à rien. Le problème, c'est pas ça, c'est de sanctionner les gens qui commettent des délits. C'est pas d'ouvrir des répertoires, etc. Oui, l'industrie, tout le bazar que ça va créer, mais pour faire quoi? Il faut sanctionner pour vous, et ce répertoire ne serait qu'un affichage? Bien évidemment. On donne l'impression, comme d'habitude, on veut donner l'impression qu'on fait quelque chose, mais on ne fait rien. Alors, il ne faudrait pas perturber la compétitivité de nos entreprises, alors qu'on ne se rend pas compte que c'est extrêmement dangereux, parce que si nous ne sanctionnons pas les fautifs, surtout ceux qui travaillent à l'international, vous avez pu le voir, les Américains par exemple le feront. Quand vous vous rendez compte que s'agissant des délits d'abus de marché, à peu près en moyenne, ce sont des chiffres de l'AMF, en moyenne par an, les sanctions qui sont données, c'est de l'ordre de 30 millions d'euros. Aux États-Unis, sur les dernières années, c'est de l'ordre de 20-25 milliards de dollars. Alors même avec le taux de change, c'est pas du tout la même chose. Les lobbies ont-ils aujourd'hui trop de pouvoir sur les pouvoirs publics, sur le Parlement, sur les ministres? Les lobbies n'ont que les pouvoirs qu'on veut bien leur donner et que les individus veulent bien leur donner. Si vous n'êtes pas corruptible, les lobbies peuvent toujours venir. Et c'est pas, en tout cas, en faisant des répertoires, en signalant qui on a vu, qu'on a rencontré, etc., qu'on luttera contre la corruption. Comme si, il faut prévenir la corruption. Ah oui, alors, comme si on était corrompu comme ça par hasard, en dépit de votre plein gré, quoi. Vous n'étiez pas au courant. Ah bon? J'étais corrompu? Ah bon, j'ai corrompu? Non, mais franchement, mais de qui se moque-t-on? Merci beaucoup Pierre-Yves Collombat, et je vous laisse donc regagner la séance où commence la discussion des articles sur la loi Sapin 2 dans quelques minutes. Merci Tam pour cette réaction. Et tout de suite, on en parlait justement, les temps forts de la séance consacrée au projet de loi Sapin 2 préparé par Jason Mills. Le projet de loi que j'ai aujourd'hui l'honneur de vous présenter et que je porte avec Jean-Jacques Urvoas, Stéphane Le Foll et Emmanuel Macron touche à différents domaines de la vie publique et de la vie économique. Les relations entre les pouvoirs publics et les représentants d'intérêts, la lutte contre la corruption, la protection des lanceurs d'alerte, la régulation financière, l'activité d'artisans ou encore la vie des sociétés. Chacun sait à quel point ces matières sont devenues sensibles pour nos concitoyens et le gouvernement a entendu répondre à ces exigences nouvelles, car à travers elles, c'est l'image même de notre démocratie et une part de la confiance de nos concitoyens dans leurs institutions qui sont en jeu. Ce texte doit contribuer à faire de notre pays une démocratie moderne, sûre de ses valeurs, et non pas une démocratie du soupçon. Il doit contribuer à construire pour notre pays une économie au service de tous et à combattre les excès d'une finance débridée et sans règles. Ce texte doit hisser la France aux meilleurs standards internationaux et renforcer la confiance de nos concitoyens dans leur système politique et économique. Il porte deux objectifs qui, je pense, peuvent tous nous rassembler. D'une part, l'accroissement de la transparence dans le fonctionnement de la vie politique et économique, et d'autre part, l'encouragement de ce que j'appellerais la bonne finance, la lutte contre la mauvaise finance. Pour ce faire, le projet de loi vise
à permettre un financement efficace et sûr de notre économie. Et il a aussi pour ambition de sanctionner plus sévèrement encore qu'aujourd'hui les dévoiements de la finance qui menacent notre modèle économique et social. Vous le savez, la France est encore mal notée par des organisations internationales comme l'OCDE ou par des organisations non gouvernementales comme Transparency International France. Il lui est reproché de manquer encore des dispositifs suffisamment puissants pour prévenir la corruption transnationale. Et il est à noter que la justice française n'a condamné définitivement à ce jour aucune société française pour corruption active d'agents publics étrangers depuis 2000, date de la création de cette infraction. En revanche, certaines de ces mêmes sociétés françaises ont été sanctionnées et parfois extrêmement lourdement par des justices étrangères pour les faits en question. Enfin, s'agissant de la rémunération des dirigeants de sociétés cotées, vos travaux ont permis, monsieur le rapporteur, de clarifier et d'améliorer la robustesse du dispositif proposé à l'Assemblée nationale. J'observe toutefois que le texte actuel est en retrait sur certains points votés par les députés avec le soutien du gouvernement, alors que celle-ci constituait un véritable progrès sur lequel il faut, de mon point de vue, capitaliser. C'est pourquoi je défendrai devant vous un amendement pour redonner aux actionnaires un pouvoir réel sur l'encadrement de la rémunération des dirigeants. Le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique traitait initialement de ces trois thèmes en 57 articles. À l'issue des travaux de l'Assemblée nationale, ce projet comporte désormais 172 articles. La commission des lois et les deux commissions saisies pour avis, dont je salue à nouveau les rapporteurs, se sont efforcés de ramener ce texte à de plus justes proportions en le délestant notamment de nombreux cavaliers. Ce projet gouvernemental attendu, en particulier en raison des observations de l'OCDE affectant l'image internationale de notre pays pour son manque d'efficacité dans la lutte contre la corruption internationale, comporte des axes forts en matière de prévention et de lutte contre la corruption, ainsi que de transparence de la vie publique et de la vie économique. Ceux-ci sont développés au sein de dispositions extrêmement variées, parmi lesquelles on note principalement la création d'une agence de prévention de la corruption, la création d'un répertoire unique des représentants d'intérêts, l'aggravation des sanctions pénales pour divers délits d'atteinte à la probité publique, la mise en place d'un statut général protecteur des lanceurs d'alerte, l'extension des prérogatives de la haute autorité pour la transparence de la vie publique, l'instauration d'une procédure de transaction pénale pour les entreprises mises en cause pour des faits de corruption, la création d'une obligation de conformité pour les entreprises de plus de 500 salariés. En matière de modernisation de la vie économique, le projet de loi s'apparente en cette fin de législature, surtout après son passage à l'Assemblée, à la voiture balai d'occasions manquées, de réformes précipitées, de propositions de loi oubliées. Les mesures intéressant les entreprises d'inspiration contradictoire créent ainsi de nombreuses obligations, tout en comportant, je veux bien le reconnaître, une série de mesures de simplification et d'assouplissement. 18h sur Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres. L'hommage du Sénat à Michel Rocard. Une minute de silence a été observée à l'ouverture de la séance. La classe politique unanime salue un homme de conviction, un homme d'État. Quel héritage laisse-t-il à la gauche? Qui sont ses héritiers? On en parle dans cette édition. Plus de 20 ans après la loi Sapin 1, le ministre des Finances présente cet après-midi au Sénat son projet de loi visant à renforcer la lutte contre la corruption. L'encadrement des lobbies est aussi au centre du texte. Le détail dans un instant. Ouverture du procès de Serge Dassault pour blanchiment de fraude fiscale. Le sénateur Les Républicains de l'Essonne, âgé de 91 ans, est jugé par le tribunal correctionnel de Paris. Il est soupçonné d'avoir dissimulé des sommes très élevées sur des comptes à l'étranger. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Tam Tranui et Saveria Rojek en direct du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Et on prend tout
tout de suite la direction de l'hémicycle où nous attend Saveria Rojek en direct de la tribune de presse. Saveria, la discussion générale est close sur le projet de loi Sapin 2. La discussion des articles va bientôt débuter. Quelle a été la teneur des débats jusqu'à présent? Absolument Delphine, la discussion générale vient tout juste de s'achever. On a pu entendre les uns et les autres exposer leurs arguments. Michel Sapin, le ministre des Finances tout d'abord, qui a expliqué que cette loi répondait à une exigence démocratique, une loi fourre-tout. Au contraire, pour le sénateur Daniel Gremillet, tant le spectre des mesures est large, et c'est vrai. Alors concrètement, le cœur du dispositif, c'est la création d'une agence anticorruption qui aura des pouvoirs de sanction. C'est d'ailleurs ce qui inquiète les milieux d'affaires et le MEDEF. Justement, les sénateurs de la Commission des lois ont supprimé ce pouvoir de sanction. Autre axe majeur, vous venez d'en parler, la protection des lanceurs d'alerte. Là encore, le Sénat a limité fortement la protection dont il bénéficierait. Et puis enfin, dernier point majeur du texte, l'encadrement des lobbies qui devront déclarer leurs activités dans un répertoire numérique. Mais là encore, le périmètre de ce répertoire a été raboté. La Commission des lois a par exemple adopté un amendement qui écarte les élus locaux et les membres de leur cabinet de cette liste. Voilà donc Delphine pour le début de l'examen du projet de loi Sapin 2 dans l'hémicycle. Merci Saveria pour toutes ces précisions. Le PS a-t-il cédé face aux menaces de violence? Samedi, à la surprise générale, Jean-Christophe Cambadélis a annoncé renoncer à l'université d'été du parti à Nantes. Elle sera remplacée par d'autres rencontres en région. Jérôme Rabier. Il avait déjà fallu digérer le déménagement de l'université d'été de La Rochelle à Nantes. Mais les socialistes vont désormais devoir choisir leur destination à la carte. Car le premier secrétaire a préféré annuler le rassemblement annuel au profit de 5-6 réunions différentes en région. Devant les risques de violence à Nantes, il vaut mieux reporter, suspendre l'université de cet été. Une décision saluée par la maire socialiste de Nantes, Johanna Roland, dans une ville qui connaît des débordements réguliers lors des manifestations contre la loi travail ou contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Un avis partagé par la ministre des Familles. Le choix de Nantes nous avait paru un peu bizarre et je trouve que c'est une décision raisonnable qu'a pris Jean-Christophe Cambadélis. Mais c'est l'incompréhension qui domine au sein du parti. Beaucoup sont perplexes à l'idée de 5-6 réunions différentes en France. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'université d'été, c'est tout. Voilà, autant se réunir une seule fois en bon ordre à Paris. C'est plus simple pour tout le monde. Je regrette. Et moi, j'aimais bien l'université d'été. Je crois que c'est un endroit où on pouvait échanger des idées, ce qui n'est pas tellement fréquent de nos jours. Une décision qui fait doucement sourire. À droite, les Républicains tiendront, eux, la leur à la Baule et pensent que d'autres raisons ont poussé le PS à changer de formule. Je ne sais pas bien si la véritable raison, c'est les risques de sécurité liés à l'événement ou si les divisions internes sont telles qu'il vaut peut-être mieux mettre la poussière sous le tapis en attendant des temps meilleurs. À défaut de se retrouver tous ensemble en fin d'été, les socialistes s'afficheront donc aux 4 coins de France, éparpillés, à l'image des dissensions qui agitent le parti. L'hommage du Sénat à Michel Rocard, l'ancien ministre décédé samedi à l'âge de 85 ans. Il avait été sénateur des Yvelines entre 95 et 97. Thierry Foucault a salué la mémoire de cet Européen convaincu, grand partisan de la décentralisation, en ouvrant la session extraordinaire cet après-midi. Il y a quelques semaines, le 17 mai, Michel Rocard nous livrait une de ses toutes dernières interviews. Interrogé par le documentariste Tristan Dessert pour Public Sénat, écoutez cet extrait. On a le sentiment qu'il y a une grande partie du Parti socialiste qui n'a jamais assumé ce tournant de la rigueur, de la même façon qu'il n'a jamais vraiment assumé la conversion à l'économie de marché. Tout à fait vrai, mais enfin, cherchez à ne les engueuler que modérément. Autre caractéristique française, c'est le dernier des pays d'Europe où on n'apprend pas l'économie. Ni à l'école, ni au collège, ni au lycée. On n'apprend pas. Comment voulez-vous que dans un pareil environnement, avec des syndicats si faibles. En plus, la structure de nos syndicats maintenant, c'est qu'ils se sont complètement affaiblis dans le privé et qu'ils ne restent puissants que dans le secteur public. Et dans le secteur public, on ne négocie pas de l'économie, on ne regarde pas les grands équilibres, on mendie avec le ministre du budget qui fait ce qu'il peut dans ses grands équilibres à lui. Tout ça est terrifiant. Mais tout ça est profondément culturel. Alors nous y sommes toujours. Vous comprenez bien que vous touchez au drame français. Et c'est pas seulement le tournant de la rigueur de 83, c'est tout du long. C'est-à-dire tout du long? On y est toujours.
François Hollande a des tabous de ce genre dans la tête. Mais oui. Vous ne l'attendiez pas, celle-là. Le pacte de responsabilité, c'est pas le tournant de la rigueur de François Hollande? Ben, il n'y a pas beaucoup de tournants là-dedans. Il n'est pas... Alors, ça fait longtemps qu'aucun dirigeant socialiste, ça commence avec Jospin, ne commet plus de risques monétaires excessifs. Ça, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'est rendu capable d'inventer une contre-stratégie social-démocrate et offensive. Or, c'est ça qui manque. Et ça, c'est pas non plus dans la tête de François Hollande. Voilà, et l'intégralité de cet entretien sera diffusée dans un documentaire, Le Tournant, coproduit par Public Sénat à l'automne prochain, donc à voir sur notre antenne. On ouvre donc le second débat de Sénat 360 consacré à l'héritage Rocard. Quelle définition, quel des héritiers? On en parle avec mes invités sur ce plateau. Michel André, bonsoir, sénatrice socialiste du Puy-de-Dôme. Merci d'être avec nous. André Gattolin est également sur ce plateau. Bonsoir, sénateur écologiste des Hauts-de-Seine. Merci d'être avec nous. Jean-Pierre Sueur est également sur ce plateau. Bonsoir, sénateur socialiste du Loiret, et Frédéric Savicki, bonsoir, professeur de sciences politiques à l'université Panthéon-Sorbonne. Vous avez tous très bien connu Michel Rocard. On le voit, Michel André, les hommages qui se multiplient. Tout le monde souligne et loue la ligne social-démocrate de Michel Rocard, l'homme qui a voulu adapter la gauche aux réalités économiques. C'est ce qu'a dit François Hollande. Vous, que retenez-vous de lui ? Tant d'années de partage, d'échanges, de combats politiques, de difficultés dans les grands congrès des années 80 pour justement faire triompher une ligne qui était une ligne beaucoup plus compréhension de la situation. Que faire pour améliorer? Je me souviens des débats du congrès de Metz sur fallait-il nationaliser et si oui, dans quel espace? C'est toujours ce sujet. Il a toujours eu cette capacité de parler vrai, qui était de dire il y a peut-être des idéologies, mais il y a aussi une compréhension à avoir de notre pays et comment améliorer la situation et la dimension sociale permanente, la sociologie derrière de ce pays France qu'il aimait passionnément. Cette dimension sociale, c'est ce que vous retenez également, Jean-Pierre Sueur? Oui, Michel Rocard est un homme qui a toujours voulu concilier le social et l'économique, en disant aux socialistes, prenez l'économie au sérieux. Et aussi, l'État n'a pas pour mission de produire, de faire marcher les entreprises. Je me souviens du débat sur les nationalisations dont parlait Michel, et où il expliquait, mais vous savez, vous avez des grands groupes qui sont là, peut-être certains doivent-ils être nationalisés parce qu'il y a une dimension stratégique. Mais pourquoi voulez-vous nationaliser à 100% des groupes qui ont plein de filiales, dont une filiale qui produit des cafetières? Est-ce que c'est le rôle de l'État de produire des cafetières? Réponse non. Et ça a été une rupture avec tout un courant qui ne voyait l'économie que par le biais de l'appareil d'État. Et Michel Rocard a dit le marché est incontournable. Il a aussi ajouté, parce qu'en général on tronque ces citations, il a aussi ajouté mais le marché est myope. On a besoin de respecter le marché, mais on a besoin aussi de la puissance publique pour orienter. Ouais, on va continuer ce tour de table. André Gattolin, on a parlé aussi de cet aspect social-démocrate de cette ligne. Vous, c'était aussi un visionnaire, puisque vous l'avez côtoyé. Il vous a accompagné lors d'un voyage en Antarctique, justement, lors de sa mission, dans le cadre de ses fonctions d'ambassadeur pour les pôles. Vous, quel est le souvenir que vous gardez précisément de ce voyage avec lui? Moi, c'est en Arctique qu'on a voyagé ensemble en Antarctique. Et puis on a voyagé très souvent ces derniers mois à Bruxelles pour défendre à la fois sa feuille de route française pour l'Arctique, qu'il a présenté le 14 juin dernier, et aussi s'intéresser de très près à ce que l'Europe préparait pour sa propre feuille de route européenne. Et moi, c'est la dimension de l'Européen permanent, constant, mais pas simplement de l'Européen replié. C'est sa vision globale. C'est l'homme qui pense le monde et les équilibres de la planète. Moi, je l'ai vraiment connu
au début des années 80, quand j'étais très jeune, mais à travers le Collégium international qui réunissait des gens qui réunit des gens comme Stéphane Hessel, Edgar Morin, le président Cardozo. Et c'était cette capacité de quelques esprits, mais des gens qui ont été dans l'action et toujours dans la réflexion, à essayer de comprendre les risques qui allait venir et pas toujours penser la politique comme la correction de ce qui ne fonctionnait pas et ce qui n'a pas fonctionné, mais déjà anticiper et penser l'avenir. Frédéric Sabicki, on voit ici à travers les témoignages sur ce plateau cet homme de la rupture, cet homme visionnaire, cet homme déjà tourné vers l'avenir sur les questions de réchauffement climatique. Quelle trace va-t-il laisser selon vous à gauche? Ah, ça c'est difficile à dire. Il figure un petit peu, je pense, pour des gens de générations différentes, un peu l'équivalent de ce qu'a pu jouer Mendès France, du rôle qu'a pu jouer Mendès France dans les années 50 jusqu'aux années 70. Je pense que c'est quelqu'un qui, effectivement, ça a été dit, assume le réalisme économique, ce qui ne veut pas dire qu'il soit pour la liberté totale, évidemment, des forces de marché. Je pense que fondamentalement, c'est un anti-jacobin. Voilà. Il est pour renforcer le pouvoir des organisations syndicales. Il est pour encadrer avec des règles les relations économiques. Il n'est pas pour que le marché envahisse tous les aspects de la vie. Par exemple, encore récemment, il défendait l'idée du partage du travail, ce qui est quand même quelque chose qui mérite d'être noté. Donc, il est resté fidèle à ça. Donc, il figure effectivement un peu un équivalent de Mendès France par ce réalisme économique et en même temps, effectivement, par un discours très ferme quand même sur la nécessité de réguler l'économie pour l'homme, enfin bon, pour un meilleur vivre contre effectivement les inégalités économiques trop criantes, et tout ça dans une réflexion très internationale. Donc je pense qu'effectivement aujourd'hui l'impression que j'ai, en tout cas on verra si c'est vrai dans la durée, c'est que finalement son acquis, sa réflexion, son action vont être réévalués, y compris d'ailleurs pour critiquer, comme il le faisait lui-même d'ailleurs, l'action qui a été menée dans ce dernier quinquennat. C'est-à-dire qu'il ne va pas simplement servir à légitimer finalement le tournant social-libéral, mais il va être aussi utilisé pour critiquer ce qui aurait pu être fait et qui n'a pas été fait. On va y venir dans un instant. Michel André, on voit bien que ses adversaires rendent un hommage unanime à cet homme, notamment par ses convictions. Mais c'était un homme libre. Quand il nous disait qu'il fallait parler vrai et dire les choses, échanger. Sa capacité d'échange dans le Parti socialiste, où nous avons été avec lui largement minoritaires et nous avons dû supporter un certain nombre de difficultés au fil de nos vies, nous-mêmes, ou de nos carrières. Lui, il disait, il faut parler vrai, il faut débattre. Après, si on n'a pas la majorité, il était discipliné, c'était un homme loyal. Moi, je me souviens de la sortie de notre sortie du gouvernement en 91, quand moi j'ai le souvenir de son coup de téléphone. Il m'a dit, voilà, tu ne seras pas dans l'équipe suivante. Nous étions 5 au gouvernement avec lui, de ses proches. Mais je ne veux pas de plainte, de jérémiade. C'était le contraire de... vous n'allez pas commencer à écrire des livres pour vous plaindre. Soyons actifs, réalistes, dynamiques. Nous avons servi ce pays, nous l'avons fait avec fierté. Voilà, c'était un homme qui disait les choses franchement et qui parlait franchement des problèmes du pays, de la politique. Moi, je rejoins l'idée que c'était un homme mondialiste, au fond. Et je me souviens quand il avait découvert Kyoto, tous les grandes difficultés qui nous attendaient, qui aujourd'hui paraissent évidentes à beaucoup plus de monde. Il était très alarmé en me disant, mais est-ce que tu as imaginé comment nous allons souffrir si nous ne prenons pas conscience de ce qu'il faut faire pour éviter? Jean-Pierre Sueur, c'est aussi l'homme qui n'a jamais été président, Michel Rocard. Est-ce que ça, c'était son regret ou peut-être le vôtre? Écoutez, depuis 24 heures, je ressens comme un malaise. Parce que j'ai l'impression, quand on écoute tous les hommages, que tout le monde a toujours été rocardien. Or, la réalité dont a témoigné Michel André, nous qui avons été dès la première heure des rocardiens, c'est que ce fut dur. Ce fut très dur de quitter le Parti socialiste pour créer le PSU, se battre contre la torture en Algérie, vous comprenez. Ce fut très étonnant de faire un colloque qui s'appelait « Décoloniser la province ». Et ce fut tout un travail au sein du Parti socialiste que de parler pour une nouvelle culture. Je vois là certains, allez, on va parler vrai.
puisque c'est à l'ordre du jour. Certains de nos amis qui font des dithyrambes sur Michel Rocard et qui avaient encore à la bouche des paroles pour vilipender, c'était la gauche américaine, Michel Rocard, la gauche américaine. Ou c'était la droite et c'était pas la gauche. Alors, je crois, moi j'ai toujours pensé que Michel Rocard était plus à gauche que beaucoup de gens qui s'auto-proclamaient à gauche, mais c'était verbal. Parce que pour lui, la gauche, c'était faire des réformes, c'était agir, c'était comprendre, c'était toujours se remettre en cause. Et c'est pourquoi c'est très bien tous ces hommages, mais ce fut un combat et ça reste un combat. Ouais. On voit bien cette question de l'héritage soulevée par Jean-Pierre Sueur. André Gattolin, quel est finalement son héritier aujourd'hui? On a parlé à la fois de Manuel Valls, à la fois d'Emmanuel Macron. Quelle lecture vous faites? Moi, je pense que ça serait un échec s'il avait un héritier. Je pense qu'il a créé une pensée, il a créé surtout une posture, enfin une façon d'être en politique. Et moi, je me rappelle parce qu'il m'a connu sous d'autres flancs et sous d'autres couleurs. Et quand il m'a retrouvé ces dernières années, il me dit « Mais t'es écologiste, toi ?» etc. Puis il me dit « Ça me fait plaisir d'avoir essaimé jusque-là. » Et il y avait ce côté-là, et puis un franc-parler. Et je pense qu'on a tous énormément, enfin moi ces dernières années, j'ai eu énormément de témoignages très personnels sur ce qu'ils pensaient de telle ou telle chose, mais personne n'a envie de rompre ça. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens de faire des petites phrases avec Michel Rocard. Michel Rocard, il y a toujours des grandes phrases, et il y a deux thèmes. Et quand on lui a jeté l'opprobre sur sa misère du monde, sur la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, en omettant volontairement de dire que mais elle doit y prendre sa part, bah, c'est justement la pensée qu'il refusait. Et moi, c'est vrai qu'on a discuté, comme je suis un spécialiste aussi des médias et de la communication, une de nos rencontres il y a 7-8 ans, c'était qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette transformation des médias, la transformation de la manière dont le message politique pouvait passer, distiller dans la société, était pour lui aussi importante que la transformation de nos économies et de la technologie. Oui. Frédéric Savicki, je reviens quand même à cette question de l'héritage, puisque c'est aussi d'actualité. Beaucoup, ça a été rappelé, revendiquent cet héritage. Nous sommes tous rocardiens, c'est un peu le sentiment à gauche essentiellement. Vous, alors, qui voyez-vous comme héritier aujourd'hui? Alors, écoutez, d'abord, un héritage en politique, c'est compliqué parce que c'est pas déposé devant un notaire et c'est pas régi par la loi. Donc, tout le monde peut effectivement revendiquer sa part du gâteau, si j'ose dire, du morceau, et puis à sélectionner le morceau qui l'arrange au moment où ça l'arrange. Donc, Michel Rocard, aujourd'hui, vous pourrez dire, il tombe à pic pour tout un certain nombre de gens parce qu'il est utilisé par les gens de droite pour dire regardez, là, vous aviez quelqu'un qui vous a montré le chemin, vous avez été incapable de le prendre le moment venu, par ceux qui veulent encourager des réformes, les unes et les autres, et sélectionnent. Bon, alors, le propre d'un quelqu'un que Michel Rocard, c'est comme il a une vie politique très longue, qui s'est engagé dans beaucoup de combats, dont certains dont on n'a pas parlé aussi aujourd'hui, mais des combats non seulement internationalistes, mais tiers-mondistes, des combats anticoloniaux, enfin bon, pour l'autogestion, qu'il a évolué, mais enfin toujours quand même l'idée d'un pouvoir syndical se garde bien aujourd'hui de rappeler ça. C'est-à-dire, vous voyez, donc le propre, plus les hommes politiques ont une carrière politique longue et riche, et plus ils sont l'objet comme ça. Bon, donc je me garderai bien, parce que sur certains côtés, il y a des gens qui peuvent effectivement s'apparenter sur les questions économiques, par exemple, à son héritage, mais ils seront pas forcément ces dignes héritiers pour la défense des droits de l'homme ou pour l'ouverture des frontières ou pour l'Europe, etc. Donc, en fait, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'héritiers, il ne peut pas y en avoir quelque part patentés qui puissent, sauf évidemment ceux qui, comme vous, ont été de tout temps ou de très longtemps à ses côtés et fidèles, mais ils ne sont pas si nombreux, et là-dessus je donne raison à Jean-Pierre. Mais voilà, c'est ce que je veux dire. Je pense qu'il n'avait jamais cherché d'ailleurs à structurer ce que nous étions. Au Parti Socialiste, Jean-Pierre et moi, nous le savons, mais nous avons été nombreux à partager, à comprendre la manière dont il voyait la société. Et en fait, je pense que nous sommes nombreux. Il a essaimé, au sens fait naître une envie de faire de la politique avec plus d'éthique, de sincérité. Les grands débats du Parti Socialiste, à un moment, c'était ça. Et donc, il a de multiples... Est-ce qu'il a échoué à cela, Michel André? Non, moi, je vais vous dire, on ne peut pas dire qu'il a échoué. Être président de la République, certes, ça a été son rêve, certes, et nous le savons. Et nous avons tout fait pour tenter de porter cette démarche, nous, les siens.
mais il était fier d'avoir été un grand parlementaire européen. Il adorait l'Europe. Moi, réellement, André Gattolin y a fait allusion. Je le revois heureux nous accueillir parfois à Strasbourg, à Bruxelles, des jeunes à qui donner envie de comprendre, d'être citoyens actifs, de ne pas se laisser arrêter par les jugements à l'emporte-pièce. Non, il sera aussi longtemps que nous serons vivants. Jean-Pierre Sueur et moi, au moins, et beaucoup d'autres dans ce Sénat. Il aura quelque chose de vivant et nous serons porteurs de ses références à lui, de ce qui était pour lui la nécessité de ne jamais être passif dans la société. Jean-Pierre Sueur, c'était aussi l'homme qui préférait le contrat à la loi. On sait qu'il a inspiré la CFDT. Edmond Maire prendra la parole en premier un jeudi. Alors en écho à l'actualité, notamment ce qui concerne cette loi travail, qui place l'accord d'entreprise au-dessus de l'accord de branche. Est-ce que ça aurait été validé, accepté par Michel Rocard? Écoutez, c'était un décentralisateur. Et je crois qu'il aurait trouvé, qu'il trouvait d'ailleurs très bien que l'on valorise les accords d'entreprise, dès lors que c'était des accords conclus entre des personnes représentatives, la majorité des salariés. Mais en même temps, il ne faut pas faire dire à Michel Rocard ce qu'il ne dit pas. Il croit beaucoup à la force des syndicats, il croit beaucoup aussi à l'organisation de la branche, au contrat au niveau national comme au niveau local. Il nous dirait certainement que c'est une question d'articulation. Oui. Pour revenir, parce que vous m'avez aussi posé cette question sur la présidentielle à laquelle je n'ai pas répondu. Vous savez, il y a énormément de gens en France qui peuvent réussir leur vie sans être président de la République. Je crois même que c'est le plus grand nombre. Heureusement. Et Michel Rocard, il y a pensé évidemment, il en a sans doute rêvé. Mais regardez, en 81, ce qui a gagné le programme commun de gouvernement, les 110 propositions de François Mitterrand, c'était pas trop rocardien, disons les choses comme elles sont. En 83, le tournant qui a eu lieu là, et qui est dû à Rocard, à Delors et à Pierre Mauroy. Ce n'est pas un hasard, les trois noms. On était déjà dans le tournant rocardien. Lionel Jospin, il s'est beaucoup inspiré de Michel Rocard. Et je dirais que quand François Hollande, il dit aux socialistes, il dit à la gauche, il faut restaurer la compétitivité des entreprises. Il a raison de le dire. C'est un langage de courage que ne contredit pas Michel Rocard. Au contraire. Mais, et il l'a dit tout à l'heure dans l'interview que vous avez passée, pour lui, ça ne suffit pas. Parce qu'il y a toujours l'économique et le social. Et si on fait de l'économique sans le social, ce n'est pas le réalisme économique auquel il aspire. Réalisme économique, parce que quand on ne compte plus, c'est la peine des hommes et des femmes que l'on ne compte plus. Il disait cela. Oui. Voyez-vous, mais au service d'un projet de société et d'un projet de justice. C'est un homme, vous savez, je pense à certains qui voudraient s'inspirer de lui. Il a toujours été socialiste. De sa première carte en 1949, même si ça a été la carte du PSA et du PSU, jusqu'à la dernière en 2016. Une fidélité aux valeurs. Et s'il était pour le réalisme économique, c'était toujours au service des valeurs. Frédéric Savicki, quand on voit aujourd'hui les tensions au sein du Parti socialiste avec l'émergence des frondeurs, on se dit que cette modernisation de la gauche mise en place, initiée par Michel Rocard, on n'est toujours pas sorti de ce débat finalement. Oui et non, c'est-à-dire que ce débat ne porte plus forcément sur les mêmes enjeux qu'il portait dans les années 80. Enfin, je veux dire, on n'est pas à savoir s'il faut nationaliser ou partiellement ou totalement. Bon, même si la question a pu se poser au propos de la sidérurgie, mais sous des formes très très différentes. Les tensions portent effectivement sur des aspects, on va dire, de plus de détails. Enfin, bon, de savoir s'il faut aider les entreprises totalement, s'il faut attendre des contreparties. S'il faut plutôt privilégier les accords d'entreprise sur les accords de branche, bon, c'est des questions très importantes, bien entendu, mais enfin, il n'est pas derrière question d'une opposition entre réformistes ou révolutionnaires ou entre jacobins et décentralisateurs. C'est plus compliqué que ça. Hein. Donc je pense que d'une certaine façon, aujourd'hui, la position que défendait Michel Rocard dans les années 80, elle est partagée, mais très très largement par, je dirais, tout le Parti socialiste et bien au-delà à gauche. Hein. Je pense que quand on regarde même des
positions aujourd'hui défendues par des communistes ou chez les Verts, on s'aperçoit effectivement que c'est plus là que se situent les clivages. Alors ça peut passer entre la question de l'Europe ou pas de l'Europe, la question de jusqu'à quel point il faut effectivement imposer des contreparties, jusqu'à quel point il faut modifier la fiscalité, etc. Et là, quand on regarde dans le détail, il y a bien des points sur lesquels effectivement on pourrait dire que ce gouvernement et beaucoup de députés socialistes aujourd'hui sont plus à droite que Rocard dans les années 80. Enfin, bon, voilà. Voilà. Donc, vous voyez, je dirais que c'est pas la même chose qui se joue aujourd'hui. C'est aussi d'ailleurs ce qui explique pourquoi on peut utiliser Michel Rocard dans un sens comme dans un autre. André Gattolin, on arrive bientôt au terme de ce débat. Vous, que diriez-vous comme trace qu'il a pu laisser justement à gauche? Je crois que c'est quelqu'un déjà qui non seulement a fait faire une sorte, même si ça n'a jamais été acté, de Bad Godesberg, je dirais, aux socialistes et à la gauche française. Et en même temps, il pouvait être pour un capitalisme entrepreneurial, parce que l'homme était au centre de cette logique-là, régulé. Autant, et on peut le lire dans ses derniers écrits, le capitalisme financier qui n'est plus au service de l'homme, pour lui, il y avait quelque chose de révoltant. Et il y a un fond d'éthique protestante, parce qu'on en parlait beaucoup chez lui, et qu'on retrouve chez certains capitaines d'industrie français, marqués par cette culture-là, où l'homme devait toujours être au centre et au centre de la relation avec les autres. Et son discours écologique, sa vision qu'il avait sur la planète ces dernières années, était toujours dans ce souci perpétuel de qu'est-ce qui va rester de l'homme et de l'humain. Pour conclure, Michel André, un mot, et ensuite Jean-Pierre Sueur. Un mot, préserver l'authenticité de cet homme en permanence. Garder ses paroles, mais ne pas penser que nous referons l'histoire en disant que ferait-il, qu'aurait-il dit. À nous de dire et de faire, c'est ce qu'il attendait aussi. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas eu d'héritier au sens unique du terme, mais beaucoup d'hommes et de femmes qui ont suivi et travaillé avec lui avec passion. Très rapidement, Jean-Pierre Sueur. Un constat. Michel Rocard a été le Premier ministre le plus populaire pendant 3 ans. Il était aussi populaire à la fin qu'au début. Très remarquable. Et à votre avis, pourquoi? En raison de tout ce qu'il faisait, mais aussi pour une qualité essentielle. Michel Rocard détestait la polémique. Il aimait le débat. Mais il détestait la polémique et il respectait les adversaires. Et ça, je crois que les Français y ont été très sensibles. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, votre rendez-vous, on va plus loin avec Sonia Mabrouk qui reviendra justement sur les hommages à Michel Rocard. Avec son grand entretien ce soir, elle reçoit le philosophe Edgar Morin. Bonne soirée et à demain.